Salut tout le monde, 25e édition de la saison de Bulletin sportif et je vous ai amené mon invité spécial, le chat, qui est passé quelques fois cette année dans le podcast. Juste pour vous dire que dans le fond, il monte là puis il s'en va dormir, tout ça il nous dérange pour pouvoir aller dormir. Alors, je vais vous expliquer. Trêve de niaisage. Gros show encore, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on est en plein championnat provinciaux et canadiens un peu partout. On vient de vivre les championnats canadiens de volleyball féminin. On a un très beau et gros segment là-dessus avec Danny Brown et Gilles Lépine. Donc, on va les deux descripteurs, analystes qui sont sur place au championnat canadien. Donc, ils vont nous raconter ça, comment eux ils l'ont vécu. On va analyser ça, on va avoir leur opinion. Fait que très intéressant, les fans de volley. Vous allez en avoir pour votre argent dans celle-là. On va également parler de hockey féminin. Pourquoi? Parce que le championnat canadien de hockey féminin va commencer au niveau universitaire. Les séries au hockey collégial féminin sont commencées. Puis au hockey masculin collégial, bien, les séries commencent là. Fait qu'avec Tristan et Denzel, on met la table pour tout ça. On place ce qu'il y en est. On parle des affrontements de première ronde. Et bref, nos analyses et semi-prédictions. Beau segment là aussi, une bonne grosse demi-heure de hockey collégial pour tout vous raconter ça. Alors, voilà ce que ça donne. Puis, d'après moi, vous devriez être content. Là, normalement, on a un segment avec Jerry pour le basket. Mais là, on va repousser ça à la semaine prochaine parce que la semaine passée, en fin de semaine passée, on avait les championnats de basket. On en avait 4. Masculin, féminin, évidemment, collégial, universitaire. Je veux qu'on prenne le temps d'analyser ça comme il faut. Fait qu'avec Jerry, on va remettre ça à la semaine prochaine. Vous allez avoir tout ça. Préparez-vous aussi, tranquillement, pas vite, d'ici un certain temps, notre spécial du recrutement de football qui va arriver. Nos analystes qui vont être là autour de la table. On va regarder toute l'action qu'il y a eu jusqu'à maintenant depuis la fin de l'année. Puis on va, de la fin de la saison de foot, puis on va vous parler un peu de mouvement de personnel, tout ce qui s'est passé, nos analyses, comment on regarde ça. Ça s'en vient dans quelques semaines. Mais comme je vous dis, pour commencer, alors place à ça, du gros volley, du hockey en masse. Vous allez avoir un bon show. Profitez-en. Alors, un bon segment volleyball qu'on se prépare à faire ensemble en compagnie du duo de description et d'analyse des matchs du Rouge et Or, mais plus que ça, des matchs de championnat canadien en volleyball. Danny Brown, Gilles Lépine, messieurs, bonjour. Bonjour. Salut, M. Philippe. Là, avec Danny, on est dans les hautes ligues, mais là, avec Gilles Lépine, on est rendu dans l'olympisme là, de la description. Là. Ah, ben on n'a pas le choix, il est aux Olympiques. Je suis très content, mais très, très content de vous avoir. On va parler de volley, un sport que les habitués savent que j'adore, mais en plus, avec deux passionnés, deux personnes qui ont vécu, évidemment, une superbe fin de semaine au championnat canadien de volleyball universitaire féminin. Messieurs, je vais juste vous demander au départ le feeling général, comment vous avez vécu ça avec l'équipe québécoise comme ça qui sera en finale, un fait presque rarissime maintenant du côté féminin. Comment ça s'est passé pour vous autres? Danny. Écoute, encore une fois, on était très heureux que U-Sport ait la bonne volonté de nous confier le mandat encore. Puis avec mon partenaire Gilles, on est comme des co-chambreurs. À cette heure, on est habitués, on se connaît, puis on se regarde, on n'a même pas besoin de se parler. Mais c'était tout un trip. D'abord, l'accueil ici, l'Université du Manitoba. Tu sais, on dit tout le temps, non, je vais prendre les mots à Gilles, Winterpeg. Parce que à Québec, il a fait beau. Là, ma conjointe m'a envoyé des photos. L'année, j'ai fondu de moitié. Et ici, il fait froid. Là. On est encore en hiver. Là. Mais l'accueil, très chaleureuse à l'intérieur. Là, super bien accueilli. Moi, je ne connaissais pas les gens de Manitoba. Gilles un petit peu parce qu'ils avaient côtoyé dans l'Ouest dans le temps. Mais super accueil, super équipe. On était assis, là, ceux qui ont vu des images, là, les yeux à la hauteur de la bande blanche du filet, dans l'action. J'ai même pratiquement touché un ballon à un moment donné. Mais c'était vraiment super. Puis encore une fois, on s'est amusé. Oui, moi, je retiens qu'ils ont été ben chanceux, c'est le bon terme, effectivement, parce qu'ils voulaient accueillir. Je fais juste un petit recul. Il y a 5 ans de ça, Danny et moi, on s'était rendus à Winnipeg pour le championnat masculin. Puis c'était à la veille de la pandémie.
Alors, on est resté 11 heures à Winnipeg pour le retourner. Alors, eux autres, c'était comme une revanche de pouvoir le faire enfin. Puis, il y avait une belle équipe à maturité, surtout avec la fameuse joueuse. Là, il y avait beaucoup misé là-dessus. C'était une équipe qui était à point. Et nous, ben, veut pas, même, on ne s'en cache pas, mais on était des cheerleaders quelque part pour les Carabins, qu'on souhaitait que l'équipe du Québec puisse aller loin. Puis quelque part, eux ont eu le meilleur scénario possible, puis nous aussi, dans ce sens qu'on a une équipe québécoise qui s'est rendue tellement loin. Puis surprenamment, c'est l'équipe Cendrillon de 6 pieds qui joue contre une équipe haute qui est extraordinairement forte aussi, mais quelle d'émotions qu'on a vécues là, puis que c'était beau à voir. Puis je suis content toujours, puis là, ben, sans être trop chauvin, je suis content pour le volleyball québécois, que de temps en temps, on pousse un peu le plafond de verre, puis qu'on dit « Hey, on est capable, nous autres aussi, d'y aller ». Puis en plus, on sait comment le volleyball féminin, présentement en Amérique du Nord, commet énormément de succès, puis ça n'arrête pas de monter la participation. Alors, c'est de très, très bon augure. Puis c'est le genre d'événement qui peut être un peu un point tournant là, pour les prochaines années. Le fait qu'on est capable de se prouver que c'est pas parce qu'on n'est pas toujours aussi grande qu'eux autres, puis qu'on n'a pas le même genre de compétition que dans l'Ouest, qu'on n'est pas capable, effectivement, de faire notre place dans le top canadien. Alors, je suis vraiment content pour tout ça. Puis on a vécu des émotions fantastiques. Puis merci aux Carabins. Pour nous autres, on était 2 enfants dans le magasin de jouets. Là. Ouais. Puis tu le dis, merci aux Carabins, parce qu'effectivement, elles nous ont donné parfois du très beau volleyball, parfois du volleyball juste hargneux et de personnes qui n'abandonnent tout simplement pas. Puis c'était une équipe un peu toute l'année. Qui semblait ne jamais être dérangé malgré les hauts et les bas dans les résultats de l'équipe. Trouver le moyen de gagner des matchs en 5-7 sans avoir l'air de s'énerver avec ça plus qu'il faut. Et j'en avais parlé à un moment donné à certaines filles, puis même à Olivier Trudel, de cette façon d'être. Puis clairement, ça faisait partie c'était pas juste un addon. Elle travaillait pour que ça se passe comme ça. Ça les a tellement bien servis parce qu'on en a parlé, on l'a vu, le premier match, gagne le premier set. Les 2 sets suivants sont proche d'être horrible. Au sens que la réception n'est pas là du tout. Ça finit quoi? 25-13, 25-17, quelque chose comme là, les 2 sets qui suivent. Ah oui. Ça se passe pas. Et là, on se dit, bon, OK, encore une fois, l'équipe du Québec, malheureusement, trouve chaussure à son pied une fois rendue aux Canadiens. Mais non, elles se sont battues, ont remonté ça, sont allées gagner ça en 5-7, puis évidemment, le 5e set, il faut qu'ils finissent 17-15. J'avais mis la table sur quelque chose de complètement fou. J'étais dans mon sous-sol, puis je criais, ma femme se demandait ce que je faisais. Il a fallu que je l'explique. C'était fantastique, ça. Ah oui. Olivier Trudel me le disait, j'aime beaucoup aller voir les coachs avant, comment ça va, etc. et tout. Puis une des grandes qualités qu'il trouve encore de cette équipe-là, c'est qu'il dit ils vivent dans le moment présent. Puis venant d'un spécialiste en psychologie, il sait de quoi il parle. Puis c'est vrai que, tu sais, il y a des sports comme, par exemple, pense au golf. Tu manques ton coup, il faut que tu arrêtes. Il ne faut pas que tu y penses, il faut que tu arrêtes au prochain. Mais c'est exactement l'attitude qu'elles avaient, ces filles-là. Puis oui, ils m'ont impressionné parce que je suis comme toi. Puis Danny, on avait la même réflexion. On regardait ça et on disait, mon Dieu, les 2 sets, ça y est, c'est terminé. La réception n'allait pas du tout. Puis on dirait qu'après ça, ils ont pris tellement confiance que c'est l'autre équipe qui a mis des roches dans leur engrenage. Plus du sable, c'était des roches. L'attaquante numéro 1 frappait un peu partout. Il avait pris son contrôle. Bref, j'ai vraiment été impressionné de la façon dont ils l'ont fait. Puis c'était incroyable. Puis le match suivant, ben, c'était tout aussi hollywoodien comme scénario. Oui, parce qu'elles affrontaient l'équipe numéro 1, classée numéro 1, l'Alberta. Tu parlais de grandeur. Quand même, les Carabins, par rapport aux autres équipes au Québec, ça reste une équipe qui est grande. Absolument. Théoriquement, c'est pas si mal. Mais l'équipe de l'Alberta, c'est autre chose. D'une fille de 6 pieds 4 sur le terrain, tu as autre chose. C'est l'équipe numéro 1 au Canada. Si le match contre McMaster est une preuve de résilience extraordinaire, le match contre l'Alberta, c'était autre chose au sens où elles ont gagné en 3 manches. Elles ont dû remonter quand même des grosses pentes dans 2 des 3 manches, des 7 points, des choses comme ça. C'était énorme. Ça, vous autres, quand vous étiez à côté du terrain, là, comment le sentiez-vous? Parce que oui, on parle de cette résilience, ce moment présent-là, mais est-ce que vous aviez l'impression, OK, les vétérans prennent les choses en main? Est-ce qu'il y avait des regards qui semblaient différents ou ça avait vraiment l'air d'une équipe? C'était quoi le feeling, justement, de les regarder faire et de les regarder évoluer à travers ces moments de montagne russe-là? Bien, de un, dans la première journée, où on était placé, on se trouve, mettons, à être
3-4 marches plus haut que le plancher. Les filles d'Alberta ont passé devant nous, puis Gilles, on les regardait dans les yeux, c'est épouvantable. Gilles fait 6 pieds 2, puis il l'a dit en commentaire. À l'occasion, il se trouvait petit, là. J'imagine moi, tu sais. Mais, écoute, comparativement à ce qu'on avait vu dans la deuxième, troisième manche du premier match contre McMaster, puis McMaster, on pourra en parler, il y a des athlètes dans cette équipe-là, là. On a super bien servi, puis c'est pas nécessairement les vétérantes. Florence Lapointe, première année, Julia Lancier, première année, Olivier nous l'avait dit, ces filles-là n'ont jamais touché au terrain dans un championnat canadien, ne serait-ce que collégial. Donc, comment c'était pour arriver, on ne savait pas. On l'a tout appris en même temps. Puis Olivier l'avait dit en entrée de jeu. Il dit, physiquement, je ne suis pas inquiet. Comment est-ce que ça va donner sur le terrain, on ne sait pas. Fait que McMaster, en faisant des bonnes choses, les filles ont parlé un certain rythme. Puis c'est pas naturellement, comme on disait, Myriam Kaiser-Tourigny, la vétérante, y était, mais elle a joué un bon tournoi, mais ça n'a pas été la dominante, malgré le fait qu'elle était sur l'équipe d'étoiles. Florence Cloutier a eu des difficultés en réception, mais ils sont tellement bien servis dans la deuxième partie qu'ils ont surpris d'entrée de jeu l'Alberta du premier coup d'œil. Puis à partir de la deuxième manche, j'ai dit à Gilles, je regarde l'entraîneur Caroline, là, il y avait des points d'interrogation dans ses yeux. Puis Olivier, mais à chaque point, lui, il levait les mains en voulant dire, écoute, ça marche, on va continuer. Là. Ah oui. Deux points que je retiens beaucoup. En tout cas, c'est ma discussion avec Olivier juste avant le match. Puis on parlait de lui et moi. Bon, puis on savait, l'Alberta, il s'en venait là pour gagner. Là, c'était réglé. Mais en plus, Fraser Valley, qui était l'autre équipe numéro 1 avec la même fiche qu'eux autres, avait été éliminé par UBC encore le final. Donc, il s'est dit, là, on est fin seul. Là, on va régler nos affaires. On vient chercher la bannière. Puis 22 matchs d'affilée qu'il avait gagné avant ce match-là. Puis, tu sais, je parlais avec Olivier, vous êtes clairement, l'expression anglaise, là, les défavorisés, les underdogs. Mais justement, ça peut vous servir parce que cette équipe-là, si vous les secouez un peu, ça va vraiment secouer les colonnes du temple. Puis c'est peut-être ça la petite faiblesse qu'il peut y avoir pour eux autres. Pour elles, c'est qu'on n'est pas habitué de se faire challenger, surtout par une équipe. J'espère qu'on ne me trouvera pas trop sévère, mais on a tendance des fois à regarder, avec raison, puis j'ai travaillé comme directeur des sports dans l'Ouest, mais à regarder un peu le reste du Canada en volleyball, comme, tu sais, nous autres dans l'Ouest, on est forts, on est gros, on a du monde, puis les autres, alors il y a une espèce de complexe correct, je comprends pourquoi, c'est une supériorité un peu. C'est une équipe du Québec, on va régler ça, là, tu sais. Puis là, ben, si on les surprend un peu, ça va mal aller. Quand c'était rendu 23-18, première manche, ben, certains m'ont peut-être entendu dire, ben, comme d'habitude, on doit se préparer, chercher notre momentum parce qu'il y a une prochaine manche qui s'en vient. Puis je lui ai dit aussi, puis une chance que je m'étais gardé une petite gêne en me disant, mais tout peut arriver. Mais elle arrive au service. Madame Georgievich. Oui, 4 as, puis les 2 autres, ben, c'était peut-être pas des as, mais juste secoués. Puis là, on voyait les filles, là, les yeux tournaient à l'autre côté, là, les jambes commençaient à shaker un petit peu. Alors, c'était incroyable. Moi, cette période-là, ça a été incroyable l'émotion que j'ai vécue. Je me disais, mais elle servait, là. Puis, ah oui, elle avait des bons services. Oui. Mais l'autre côté, c'était plus une espèce de... On avait écroulé un peu leur monde. Là. C'était comme, ben, voyons, ça se peut pas qu'on ne soit pas capable. Puis, on dirait que plus il se le répétait, mais ça vient mental. Hein? Le premier contact, service ou réception, c'est ta préparation pour l'échange qui fait la différence. Mais là, mentalement, il n'était plus là. Puis l'entraîneur non plus n'était plus là. Alors, il regardait le ballon, puis il était nerveux. Pourtant, c'était le même ballon, même grosseur, pas si fort, mais bien placé. Puis là, j'ai dit, tout est possible. Puis ils ont fait ça 3 fois. Donc, la dernière manche, comme tu sais, là, ils ont venu 3 fois derrière. Mais moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est que, stratégiquement, si on pouvait les secouer, ce qui est arrivé, puis 2, cette fin de manche-là était électrisante parce que, justement, ils les avaient mis en questionnement, puis ils n'ont été jamais capables de se rattraper de l'autre côté parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Inversement, Montréal a vu beaucoup de matchs en 5 manches. Alors, on avait une expérience plus forte dans les matchs serrés du côté de Montréal, puis de l'autre côté, on n'était pas aussi outillés pour faire face à des situations très stressantes de fin de manche. Puis c'est ça que ça a passé. On en a parlé un peu à point de manche, le premier set. Georgievich est encore au service. Puis j'ai dit à Gilles, tant qu'être rendu là, pourquoi pas? Pourquoi pas quatrième as? Puis après ça, je me suis mis à regarder, tu sais, dans les temps d'arrêt, quand Gilles il part avec les analystes. Moi, je m'amuse à regarder les entraîneurs, le côté, voir si on ne pourrait pas déceler quelque chose. Puis je me suis dit à un moment donné, OK, O'Dwyer, l'entraîneur de l'Alberta, une jeune entraîneuse qui n'a pas beaucoup d'expérience,
Mais son assistante, Eisler, qui est là depuis des années, la même chose, elle, dans ses papiers, cherchait la faille à quelque part, mais on ne l'a pas trouvé. Tu sais, Montréal était persévérante, elle jouait de façon acharnée. En défensive, on les a vus récupérer des ballons qu'on était certains qu'ils étaient pour tomber. Non, chapeau Montréal là-dessus, puis c'était vraiment merveilleux. Les parents sur place, il y avait un groupe qui était descendu. Le père de Florence Lapointe, d'après moi, ne parle toujours pas. Il ne parlait plus en fin de semaine. Je pense qu'il ne parle pas encore. On voulait l'inscrire à la voix, mais ça marche pas. Oh non, c'était vraiment extraordinaire. Alors, c'est 2 matchs spéciaux qui ont joué les Carabins à ce moment-là qui étaient extraordinaires. Un, on vient d'en parler, tu le disais, à la résilience, on perd 2-7, t'es vraiment serré, puis on revient. Mais il y avait un niveau, je vais dire de stress, mais je veux dire, il y avait un niveau émotif dans le deuxième match qui était incroyable. Mais tu dis, ils ne vont pas le gagner. Ils gagnent. Dans la deuxième manche, ils gagnent encore. Puis c'était pas facile, là. C'est des manches serrées. Puis de l'autre côté, là, au troisième manche, là, il n'arrêtait pas. Là. Je sentais que la bobine repassait dans la tête des joueuses d'Alberta en disant, mais voyons, on tire de l'arrière 2-0 contre l'équipe du Québec, et ça ne va pas. Là. Eux autres, puis elles sont parties quand même en force le troisième set aussi. Ouais. Je pense qu'elles menaient quelque chose comme 20-14 ou quelque chose, ou à peu près, puis ça remontait à 20-20. Absolument. Puis là, encore là, c'est comme tu dis, l'histoire du scénario qui revient. Vivre ça, on a beau le dire, ça devient galvaudé souvent de dire aux gens, faut gérer les moments de pression. Mais c'est pas pour rien que les entraîneurs parlent de ça. Puis c'est l'affaire la plus difficile à essayer de pratiquer parce que tu ne peux pas recréer tellement la pression. Tu ne peux pas recréer le sentiment que tu vas vivre. Tu ne peux pas faussement... Tu peux essayer toutes sortes de techniques. Là, avec le temps, il y en a qui sont créatifs pour inventer des situations. Mais il faut l'avoir vécu. Oui. Et cette expérience-là des Carabins, c'est elle qui l'avait, c'est elle qui avait l'avantage de ça. Bon, à la fin, il faut toujours bien exécuter malgré tout, puis elles l'ont fait, mais c'est ça, c'était de voir les filles de l'Alberta, dans ce cas-ci, sembler sans solution. Parce que Djordjevic, on le sait, c'est probablement la meilleure serveuse au Québec. En tout cas, on pourra en discuter, mais n'empêche, elle n'est pas loin. Elle a un service redoutable. Mais il est redoutable, mais ce n'est pas le service de Syrinx, par exemple, ou de Sundara, de Sundara McMaster, qui était complètement, elle, à chaque fois qu'elle arrivait, je dis, OK, on est ailleurs. Mais son service a été impeccable, puis on en remettait un peu plus à chaque fois. Hein. C'est comme, oui, on sentait aussi que la confiance s'embarquait. Hein? Je dirais la philosophie de cette équipe-là, je n'ai rien à perdre, je mets encore le paquet, puis pas de demi-mesure. En tout cas, sincèrement, c'est un match qui pourrait rester vraiment gravé comme résilience, détermination. La phrase classique que j'utilise toujours, là, la rage de faire le point l'emporte sur la peur de faire l'erreur. Puis c'est là que les vrais championnes et champions sortent. Il y a quand même des athlètes du côté de l'Alberta. On a parlé de Goosen tantôt, la numéro 21. Là. Grande attaquante de 6 pieds 4. 6 pieds 4, oui, c'est plutôt rare au niveau féminin, mais que veux-tu, elle l'a. Les Russes et les Polonaises en ont, mais nous autres un peu moins. Oui, c'est ça. Puis c'est pas juste la hauteur au filet. C'est sûr qu'elle, là, à 6 pieds 4, elle lève les mains et elle est déjà dépassée. Mais défensivement, là, elle est mobile. C'est sûr qu'à longueur de bras qu'elle a, elle couvre beaucoup de terrain. Puis on a un petit tuyau avec un des entraîneurs du programme national. Puis elle et Colladi, la numéro 9, la passeuse, là, ils sont surveillés pour le next gen. Les prochaines athlètes, peut-être, de l'équipe nationale. Tu sais, ils ont 2 filles sur 6 qui cognent à la porte de l'équipe nationale. C'est quand même solide comme programme, effectivement. Mais tu sais, 6-2, 6-3, 6-4 en avant, tu as les filles incroyables. Mais si tu n'as pas de réception, c'est terminé. Puis ça, c'est souvent sous-estimé par des entraîneurs parce qu'on a tellement de choses à travailler, on va travailler des stratégies et tout, mais tout ton jeu vient tomber quand tu es hors système. Puis il était plus qu'hors système. Le ballon était à l'extérieur en réception, il était récupérable. En tout cas, ça a été des émotions incroyables. Je pense qu'effectivement, cette première manche-là, 23-18, là, je vais m'en souvenir probablement toute ma vie, c'était spectaculaire. Ah, clairement. En fait, moi, je regardais ça, puis effectivement, en plus, à 23-18, je bisounais d'autres affaires à côté. Puis, écoute, on n'a pas fini ce manche-là. Moi, dans ma tête, je pouvais me permettre de bisouner parce qu'on allait se préparer pour le deuxième manche. Je regardais ça finir ça. Ils finissent par gagner. Donc, je revoyais le scénario de la veille, justement, il s'est replacé. J'ai dit, OK, là, je vais m'asseoir, je regarde comme il faut parce qu'on a un match de volley. Et
Et tout ça, puis on le regarde, puis regarde justement, je pense qu'Olivier Trudel, là, tu parlais de réception et tout. Olivier Trudel a été bon pour réagir aussi, pour ramener ça. Parce que ça, on voit, je le répète, ça n'a pas été du volleyball net, si on veut. Ça n'a pas toujours été propre, cette façon de jouer-là. On l'a mentionné. Florence Cloutier, qui est une pilier de cette équipe-là, qui a fait des grandes choses aussi pendant le tournoi. Mais à certains moments, on se mettait à la viser, puis on le sait aussi quand on joue au volley, puis quand on sait que l'adversaire nous vise, ça nous affecte aussi parce qu'on se dit, écoute, ça va pas bien, puis évidemment, s'il nous vise, ben, je vais pas. C'est dur de se replacer. On aimerait avoir 2-3 services où est-ce que ça s'en va ailleurs, puis se remettre dedans un peu. Non, on continue de nous attaquer, fait que ça affecte. Mais Olivier Trudel a fait entrer Émilie Bourque, n'a pas eu peur. Galant aussi qui est entré, évidemment, elle est au centre puis au service, mais comment est-ce qu'elle s'appelle l'autre Charlotte? Bilodeau, merci. Tu sais, on a fait entrer des joueuses à ce moment-là qui ont permis de replacer puis de se ressaisir. Puis, regarde, c'est quand même Florence Cloutier qui a marqué certains points clés pour finir des manches. Elle est revenue, c'était là. On avait besoin de ça, mais il a été capable d'avoir accès à des joueuses prêtes à le faire. Ça aussi, ça a été important. Là. C'est des filles qui étaient dans le même état d'esprit. On n'a rien à perdre, on rentre dans le tas, puis c'est fantastique. C'était beau à voir. C'est ça, puis Olivier nous en avait parlé. Il aime donner liberté à ses joueurs sur le terrain, au contre, exemple, pour le bloc. Puis aussi sa libéraux. Là. Milan, écoute, c'est une recrue, elle aussi. Là. Elle n'a pas joué comme une recrue. Non, puis il aime défensivement dire que je lui donne libre jeu sur le terrain. Puis on le voyait souvent, là, exemple, quand Florence a eu plus de difficultés, elle déplaçait Florence, et puis c'est la libéraux qui prenait le lead. Puis là, quand Olivier faisait un changement, elle s'adaptait selon la fille on a vu beaucoup de mouvements en réception du côté de Montréal. Puis à un moment donné, on a vu Olivier là, pendant la finale, je pense que c'est dans la deuxième manche, où c'est sûr que ceux qui ont regardé la match, on avait l'impression qu'Olivier était fâché. Pas du tout. C'est que là, il avait décidé de prendre le lead puis d'être plus direct envers certaines consignes, puis j'en ai parlé un peu. Puis chapeau Olivier, là, ça a fonctionné. Là. Même dans la défaite, là, les filles ont joué un super match. On n'affrontait pas n'importe qui. Là. Manitoba, on pourra en parler. Les 7, 8 mêmes filles jouent ensemble depuis 3 ans. On les avait vus au championnat UBC. C'est les mêmes qui étaient là. Fait qu'au niveau de la coordination, là, ça paraît. Là. Bien, on parle-en justement. Allons-y. Je pense qu'on est rendu là à parler de cette fameuse finale. Oui, Manitoba était plus forte cette journée-là, assurément. Là, on ne peut pas voir le contraire. Mais il faut regarder des éléments. Tu parles de cette cohésion-là, oui, mais la libéraux, pour commencer, c'est une machine. C'est juste incroyable. Elle avait qui est sur le programme. On a beau parler de Syrinx, c'est correct, là, c'est vrai, mais une joueuse extraordinaire ne fera pas tout ça tout seul. Exact. Si bonne soit-elle. À un moment donné, il va y avoir ses limites à ce que ça va apporter collectivement. Mais Kato Joe a été fantastique. La passeuse a été excellente. Puis la petite Almonte, 5 pieds 7. Quand elle est à sa pleine hauteur, elle attaque, elle mesure 6 pieds, là, pas de problème avec ça. Oui. Tellement puissante et dynamique à ce niveau-là. C'est une équipe très complète. Puis justement, on parlait de la grandeur des filles de l'Alberta et tout. Tu avais des filles de 5 pieds 4, 5 pieds 7 sur le terrain. Oui. Et pourtant, tu as été dominante complètement. Chaque fille qui avait un rôle à jouer l'a très bien joué. Je ne sais pas si elles sont capables de mieux jouer que ça parce qu'elles sont arrivées avec un match A1, l'équipe de Manitoba. Et en ce sens-là, pour l'équipe de Montréal, à un moment donné, je pense qu'on avait atteint notre limite. On n'était probablement pas capable d'atteindre ce niveau-là. Quand Manitoba est à son meilleur, comme ça, je pense qu'on avait atteint notre limite. C'est comme ça que je le vois. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis il ne faut pas oublier les 3000 spectateurs qui hurlaient. Là. Oui. C'était vraiment l'équipe. Oh, puis quand je te dis qu'on était chanceux, l'organisation, là, parce que cette équipe-là était en mission, là, tout était là. L'affichage des filles sur des grands coroplaces partout. Alors, tout était crinqué depuis plusieurs mois, voire un an, en vue de cet événement-là. Là, ces jeunes femmes-là étaient vraiment là, en mission. Puis, Danny et moi, on est allés les voir dans la journée précédente, le début du championnat. Puis on les a vus à l'entraînement. Puis les deux, on se regardait, on dit « Hey, ces filles-là sont en mission. » Tu comprends? Là, c'était décidé. Puis, tu vois, tu l'as mentionné, c'est l'autre point que je veux te dire. Puis j'en ai parlé avec Olivier. Je disais « Hey, mais 5 et 4, 5 et 7 en avant, en même temps. » Et là, tu vas exploiter, j'imagine qu'on va exploiter davantage
Puis là, le lien me dit, oui, Gilles, mais ils sont tellement habitués à ce qu'on va frapper sur la petite passeuse de 5 et 4 que tout le système est prêt pour ça. Alors, on corrige, on triche un peu, etc. Alors, il dit, oui, mais on ne peut pas juste faire ça parce qu'ils sont prêts pour ça. Puis l'autre chose, pendant que les deux petites, tu comprends ce qu'on veut dire là, dans le monde du volleyball, 5 et 4, 5 et 7 sont en avant, tu as à peu près une des meilleures serveuses peut-être au Canada qui est en arrière et qui envoie des missiles. Alors, pour que ton système soit parfait, là, pour qu'il soit pas hors système, que ça soit sur la tête du passeur, c'est le piton plus difficile aussi d'exploiter quand tu es rendu aux 4 mètres, aux 5 mètres pour faire la passe. Alors, non, il était une équipe incroyable. Puis, Dany, avec justesse, lui aussi. Et on n'en revenait pas de voir la libéraux, comment elle jouait bien. C'était impressionnant. Impressionnant, les balles qu'elle ramassait. Et tu l'as dit tantôt, Gilles, avec Syrinx au service, où tu avais la passeuse Bentley à droite, Almonte à gauche. C'est Betovski qui est au centre, qui est quand même pas un pied de céleri. Puis, plusieurs fois dans le tournoi, des balles servies par Syrinx revenait direct. Betovski sautait au filet, puis il remettait le ballon en jeu. Je pense que c'est dans la demi-finale contre UBC, 3 fois de façon consécutive. Oui. Ben, tu sais, tu prends 3 points au service, là, facile. Ouais. Même si tu t'en fais passer 1 ou 2 sur l'aile pour ta petite contreuse, ben, tu gagnes 3-2. Tu sais, dans le sens que dans les statistiques, au bout de la ligne, avec ta serveuse qui te donne des points précieux, oui, tu vas te faire passer, ils le savent, mais pour le reste, ils ont tous les avantages. Puis en plus, ils ont le libéraux qui est capable de faire des miracles en arrière, ça aide. Ouais. Toutes les filles sur le terrain avaient une confiance aveugle envers Bentley, la passeuse. On l'a vu, là, exemple, une fille en défensive, la balle tombe à 1 pied d'elle, elle ne bouge pas, là. Elle sait que Bentley va y aller. Bentley, d'après moi, court l'équivalent d'un marathon pendant un match. Là. C'est incroyable. Il court du terrain, des passes à genoux au sol, toujours au bon endroit. Elle a le don de faire bien paraître ses attaquantes. Là, les attaquantes, on n'a même pas parlé de Doce Choco. On n'a même pas parlé de la 8e qui est Ella Gray, que nous, on avait vu partante à UBC, que là, elle l'est moins, mais au besoin, elle vient. Puis quand elle embarque, une balle, un service, une attaque, elle ressort. Non, c'est Yves Catoggio au centre, je l'ai trouvé intimidante. Elle avait une attitude, genre de fait, tu t'espérais que tu veux voir sa face changer en disant, OK, là, on a repris un peu. Jamais. Elle était intimidante, les blocs où est-ce qu'elle était seule au contre, parce que on regarde les statistiques, elle a des bonnes stats là en plus, mais souvent, c'est une question, elle est seule au bloc, elle touche la balle. Fait que des fois, c'est pas juste une question d'avoir un bloc marquant, mais d'avoir touché des balles quand tu es tout seul. Ça veut dire que le reste du terrain est couvert en plus. C'était difficile pour l'équipe de Montréal de faire quoi que ce soit. Oui, puis tu reviens sur elle, elle était intimidante dans la façon d'agir aussi. Puis, moi, je ne peux pas dire que je compte ça. T'sais, elle faisait son compte, elle se retournait, elle respectait les règles, mais les 2 mains dans les airs, on l'a dit, elle, je l'ai encore mis dans ses chaussettes, là, je l'ai encore chaussé, là, puis c'était. Toute l'équipe devenait comme énergisée. J'ai dit au moins, puis les filles de Carabin ont quand même joué un sacré bon match quand même. Dans les circonstances, là, c'était, la foule, ça hurlait de partout. Puis je dis au moins à Olivier en début, je dis, au moins, vous avez des expériences qui ressemblent un peu à ça quand vous venez à Laval avec 3000 personnes qui hurlent, etc. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une des rares équipes qui est habituée à ce genre de scénario-là. Puis des fois, les entraîneurs me l'ont déjà dit par le passé. Une chance aussi qu'on a ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de place au Canada où il y a autant de monde. Puis quand tu arrives au championnat, il y a du monde. Alors, ça aussi, tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui ne se pratiquent pas, qu'il faut se vivre. Puis ça, au moins, ça peut donner un certain intérêt parce qu'on est habitué. On sait, quand il y a beaucoup de monde, on garde le focus sur ce qu'on a à faire parce qu'on l'a fait, on l'a expérimenté. Alors ça, c'était pas pire. C'était vraiment, là, moi, chapeau bas, il mérite tellement mon respect, les filles des Carabins, puis quelle performance. Puis Olivier, il a été sincèrement, il y a des situations, il a vécu pas mal de situations stressantes dans le week-end, là, mais il était en contrôle de ce qui se passait, puis il faisait, puis c'est le mot de Dany que je retiens beaucoup là-dessus, il leur faisait confiance. Il n'y avait pas de panique. C'était superbe. Puis on a eu une médaille de bronze, juste faire au moins une petite parenthèse là-dessus. C'était la finale de l'Ouest, là, UBC contre l'Alberta. Oui, ça répète la finale nationale, en effet. Absolument. C'était extraordinaire, c'était beau, puis on a appris à connaître les joueuses, à les voir, puis bon, puis
faut que je sois honnête, là, j'ai vu les filles de UBC, les coachs que je connais bien, puis je voyais ça, puis je disais, wow! Puis il y a des choses que je vais peut-être faire une petite parenthèse là-dessus. Danny et moi, on est revenus là-dessus à ces quelques reprises. La façon dont UBC, Doug Reimer, qui est le recordman du nombre de championnats, c'est Dan Constantin du volleyball canadien. La collégialité de ses assistants-entraîneurs qui sont avec lui depuis des années et des années. Danny m'a dit, regarde Gilles, tu vois, il y avait un groupe, un entraîneur qui prenait les joueurs de centre, un entraîneur qui prenait la passeuse, un entraîneur qui prenait les attaquants. C'était extraordinaire, puis ils prennent leurs décisions ensemble. En tout cas, en Danny, on a trouvé ça vraiment intéressant de voir cette façon d'agir entre eux autres. Puis, tu sais, bref retour, là, avant de passer à UBC, moi aussi, à Catojo, quand on est arrivé, nous, jeudi, on est allé voir l'emplacement, tout ça. Ouais. Et je connaissais les filles, puis je connaissais l'entraînement. Je dis, Gilles, il en manque une. Ouais. Elle n'était pas sur le terrain, elle n'était même pas en uniforme. Catojo ne s'entraînait pas. Elle avait mal au dos, c'est vrai. Ben, on a posé la. Tu sais, c'était à micro fermé, on ne nous l'aura pas avoué. Mais on nous disait qu'elle va être correcte pour le match. Mais on l'a vu marcher, là, surtout quand le match allongeait là, très péniblement. Puis le match qu'elle a joué en finale, la troisième manche, c'est Eve Catojo. Là, elle est sur l'équipe d'étoiles du championnat, d'ailleurs, là, avec Syrinx, Arnold. C'est Ellie Moore qui est là aussi, la grande centrale de l'Alberta. Cloutier. Et l'autre, c'est Djordjevic, je pense. Oui, donc, exact. C'est ça. Ah ouais. Puis, ben là, Gilles vient d'en parler. UBC, il y a des athlètes là aussi. Bravo à Furlan, que Gilles connaît un peu, qui est Doug Reimer à pied levé. Il avait dit, j'ai besoin d'un libéraux, ça te tente-tu de venir cette année? Elle faisait le travail d'un calme exemplaire. Borowski, l'autre attaquante opposée, qui est sur le programme Next Gen national, vraiment incroyable. On a une Québécoise un geste aussi fluide. Oui, puis on a une Québécoise, Emma Doyon, de Saint-Bruno de Montarville, qui est là. En arrivant, on a appris qu'en début de saison, elle s'est disloquée une cheville. C'est défaite, là. Il n'y en avait plus, là. Puis elle est revenue seulement 3 semaines avant le championnat. Oui, on l'a contrôlé un peu. On voyait qu'au service, elle ne sautait pas, gardait les pieds au sol. Mais c'est quand même une grande dame de 6 pieds 1. Oui, en tout cas, c'était beau à voir, franchement. Impressionnant. Mais on ne peut pas faire autrement, avec un peu de recul, de dire on a des croûtes à manger. Tu sais, on ne peut pas. C'est fantastique la médaille d'argent qu'on est rendu. Qu'on soit vice-championne, l'équipe du Québec, c'est fantastique. Mais on ne peut vraiment pas se reposer sur nos lauriers. Puis c'est une question que j'allais vous poser parce que, et je le dis en toute naïveté / honnêteté / j'essaie de faire attention à comment je l'amène parce que j'ai un énorme respect pour tout le monde qui est là. Est-ce que ça se peut, avez-vous eu l'impression qu'athlétiquement parlant, dans les autres équipes, on était à un niveau supérieur ou si c'est vraiment juste une impression que j'avais, parce que la volonté, la détermination entre les deux oreilles, puis oui, elles savent jouer nos filles. Là. La question, ça ne pose même pas, je ne suis pas là. Je parle juste simplement athlétiquement. Là. J'ai l'impression de voir des athlètes en plus grand nombre dans les équipes. Je le sais que c'est une question de physionomie. Là. Je peux aller faire des tests avec eux de bip-bip pour savoir qui va plus vite et qui plus longtemps. Je ne suis pas là. Mais il y a un feeling, là, on regarde ça. Julia Lantier, superbe joueuse. Mais tu sais, elle est très filiforme. Par exemple, les épaules, tu regardes Catojo qui est un peu sur le même frame, façon de parler. Alors, le même frame que moi. Il y a peut-être un nombre d'années de différence qui fait qu'il y a du coffre qui s'est pris, puis c'est correct, là, comme je dis, puis là, je donne ces deux exemples-là. Mon point, c'est pas de cibler quelqu'un, de dire c'est pas une athlète, c'est clairement plus une athlète que moi, de toute façon. Le point étant juste de dire que on le voit. Fait que des fois, ça se transmet dans la puissance du jeu, ça se transmet dans une rapidité. Puis tu le dis, il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Il y a quand même du travail à faire, effectivement. Il y a un standard peut-être qui s'établit, puis si on veut le maintenir, il y a assurément du travail à faire pour nos équipes. Je peux commencer là-dessus. Tu as tellement raison, Philippe, parce que l'aspect physique est clairement là. Puis il y a un beau paradoxe qu'il y avait, c'est que si tu regardes l'Alberta, si tu ne mesures pas 6 pieds 1, 6 pieds 2, qu'est-ce que tu fais là? Dans le sens, c'est grand. Puis quand tu viens de le mentionner tout à l'heure, Manitoba, 5-7, puis 5-4. Puis moi, je me souviens, il y a longtemps, quand le Rougeur avait gagné la médaille d'or,
Marilyn Lévesque, Marilyn Laplante, c'était 5 pieds 7, joueuse par excellence au Canada. Donc, il y a comme un beau mélange là en disant, oui, il faut du physique, puis il faut être solide, puis il faut travailler jeune sur les jeunes femmes pour qu'elles aillent à la salle d'entraînement. Puis l'autre, c'est pas parce que tu n'es pas grande que tu ne seras pas bonne. Souvent, Denis Morvenay, il dit, regarde le Monday, elle saute, là, puis on regardait pour mesurer sa main à quelle hauteur elle pouvait atteindre. Puis sur Anna, là, elle touchait 3,10 m, puis elle mesure 5 et quoi? 5 et 9, je pense. Bref, il y a des possibilités là énormes. Puis Denis et moi, on a eu une longue discussion justement avec le responsable de Next Gen. Puis il disait que maintenant, au niveau mondial, ce qui est important, oui, il y a une grandeur minimum à atteindre, c'est sûr, mais il dit ce qu'il faut, c'est l'épaule. Est-ce qu'on a une épaule? Van Ryk du Canada, elle a une épaule. Elle a joué au baseball quand elle était jeune. Puis chez les femmes, de façon générale, quand je regarde, puis là, j'ai coaché gars et filles, on manque un peu d'épaule de façon générale. On fait des sports qui sont souvent en bas du corps, le soccer, des trucs, etc., mais on n'a pas c'est à l'aise de lancer. Puis, c'est difficile de demander à une fille de 19-20 ans de développer son épaule puissante à cet âge-là. C'est pour ça que les entraîneurs un peu plus jeunes, là, pour les jeunes filles un peu plus jeunes, il va falloir qu'on développe ça. Puis c'est la clé, là. C'est sur si elle est droitière, c'est sur cette épaule droite-là où il devrait apprendre à lancer une balle de baseball, ou etc., qu'on doit renforcer ce mouvement-là, qui devienne d'un naturel. Les filles de badminton vont être à l'aise avec ça, etc. Puis ça, c'est peut-être un des facteurs qui manque dans l'ensemble du Canada, mais au Québec particulièrement. On en a quelques-unes de ces filles-là. Je te donne un exemple, puis bon, je ne suis pas rien de chauvin dans ce que je dis là, mais quand Béatrice Lamarche est revenue, là, à 5 et 9, c'est elle qui faisait le plus d'attaques marquantes de l'équipe, parce que quand elle frappe, elle n'y allait pas à moitié, puis son épaule était solide. En tout cas, j'espère que je ne suis pas trop en dehors, mais tu comprends ce que je veux dire. Je crois oui, il faut qu'on ait la grandeur, mais musculairement, je suis tout à fait avec toi. Il faut qu'on se renforcisse, puis de bonne heure, il faut commencer. Puis on doit détecter les filles qui ont le potentiel de l'épaule. C'est inévitable. On va en avoir besoin parce qu'il faut des finishers. Puis les finishers, c'est celles qui frappent fort. Puis vous avez nommé à quelques reprises le programme Next Gen. Sont où nos filles du Québec là-dedans? Malheureusement, je ne peux pas t'en nommer parce qu'on c'est pas qu'il n'y en a pas. Là. Il y en a peut-être qui vont se développer, mais Matt Kruger ne nous en a pas parlé malheureusement pour l'instant. Mais je pense qu'il faut aller vers là, comme je le dis. C'est nos entraîneurs au Québec qui regardent ça d'un bon œil en travaillant avec des filles qui ont des bonnes épaules. Le reste, les entraîneurs d'expérience au Québec, on en a, là, ils vont leur enseigner. Puis, tu sais, c'est plus facile, on en a parlé tantôt, ou peut-être avant d'entrer en onde, c'est plus facile de montrer un athlète qui est grande d'apprendre le volleyball que lui demander de lui montrer à grandir. Ça, c'est impossible. Là. Non, we can't teach size, ça, c'est assez reconnu, puis c'est correct, là, ça fait partie de la game, mais effectivement, oui, il y a des exceptions, vous les avez nommées, puis chez les gars, on se rappelle de Zachary Hollands qui est 6 pieds puis rendu qui joue professionnel. Ça reste des exceptions. C'est correct, tu as le droit là, de penser que tu peux te rendre, mais le point, c'est que il faut que tu aies tellement des habilités hors normes ailleurs. Tandis que si tu mesures 6 pieds 6, tu peux juste être un très bon athlète, tu n'es pas obligé d'être hors norme puis avoir ta place sur le terrain. C'est un peu ce que... Puis, pour revenir un peu encore sur ton point, la réputation qu'on a eue au Québec et qu'on a encore parfois, c'est que juvénile puis junior, on est de taille avec n'importe qui à peu près au Canada. Puis quand ça arrive plus élevé au senior ou universitaire, oups, c'est là que les choses changent, effectivement. Puis ça, on a peut-être des questions à se poser dans le développement de ce qu'on fait parce que jeunes, peu importe ce qui arrive, on contrôle peut-être plus le ballon, les autres, il y a une maturité physique, puis la fille ou le gars qui mesurait 6 pieds 2, il est rendu à 6 pieds 7, 6 pieds 6 parce qu'il a grandi. Mais on a certainement des questions à se poser sur raffiner ça. Mais un des exemples on l'a nommé tout à l'heure, Denis le fait, mais Bentley, là, 5 et 4, là, elle est championne canadienne, puis était la passeuse numéro 1. Mais elle a poussé, c'est 10 000 heures, elle a dû les faire, puis elle a peut-être fait 20 000. Là, c'est la fille du coach. C'est incroyable tout ce qu'elle a fait. Elle a un cardio. Alors, bref, il faut qu'on trouve des façons de compenser ailleurs si on n'a pas la grandeur. De façon générale, on est un peu plus petit au Québec, francophone. Mais je pense qu'on a des choses qu'on peut travailler différemment
pour l'avoir. Je ne comprendrais pas pourquoi on n'aurait pas une libéraux du Québec sur le Next Gen, par exemple. T'sais. On n'a pas d'excuse, là. Ou une passeuse. Non, absolument. Puis tu sais, il y a d'autres athlètes. On parle de grandeur. La UBC, il y en a une recrue cette année, 6 pieds 5. Là. Doug, il a le don de recruter partout. Non, elle ne joue pas. C'est possiblement l'avenir en arrière de Borowski. C'est un cas d'athlète placé. Tu dis, les coachs aiment ça. Hein? Tu vois des phénomènes arriver. Tu dis, je vais te la faire, je vais en faire une joueuse. Un projet. Quand on en a quelques-unes au Québec, ben, ils sont recrutés pour aller jouer ailleurs. On parle d'Emma Doyon qui joue avec UBC. C'est une fille du coin de Montréal. Là. Puis il y en a une en Alberta, Noémie, numéro 3, fait 6 pieds 3, elle joue centrale. Elle ne joue pas, là. Mais pourquoi que ces filles-là ne sont pas recrutées par nos entraîneurs au Québec? Ben, elles le sont peut-être, puis à ce moment-là, c'est des filles qui ont... Oui, ils font un choix. Là, tu vas me dire, tu sais, Matt du programme national nous a parlé d'une fille de Toronto qui vient de finir Nebraska, qui va aller sur le programme national. 6 pieds 9. Oui, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, regarde chez nous, regarde au collégial, là, on vient de voir Garneau là, qui a gagné ici. Les deux attaquantes numéro 1, Maëlie Cormier, Marie-Lou Couture, s'en vont où? S'en vont jouer aux États-Unis. Elles ont été réclamées là, puis c'est des filles de 6 pieds 1, 6 pieds 2 autour d'eux. Ouais. Puis on en a des grandes filles, là, puis ça ne veut pas dire qu'elles partent toutes. Regarde, je vais répéter, encore une fois, regarde, vous avez Justine Raymond, c'est une fille en haut de 6 pieds, puis, fait que bref, tu sais, on en a. On n'a peut-être pas les filles de 6-4, 6-5, effectivement, mais des filles de 6, 6-1, 6-2, on en a. Maintenant, il y a autre chose à amener avec ça. C'est qu'il y a l'élément de... Parce que ce Rings dont on parle, c'est pas 6 pieds 4, là, c'est 6 pieds 1. C'est bien correct, c'est parfait, là, 6 pieds 1. Mais est-ce qu'elle est athlétiquement supérieure à tout le monde sur le terrain? Absolument. Il y a cette réalité-là qui fait que cette fille-là va être sur le programme national. Le swing est une exception à bien des égards. Absolument. À 18 ans, elle aurait pu partir pour les États-Unis, elle avait des offres. Là. Alors, ils savent présentement à Manitoba qu'ils ont été vraiment chanceux qu'elle décide de rester dans sa famille puis rester là parce qu'elle aurait pu aller jouer à Nebraska ou Wisconsin ou n'importe où. Puis, on ne vivait pas ça avant parce qu'il y avait une barrière linguistique, mais de moins en moins. Puis, les filles, mais Toronto se fait vider de ces bonnes joueuses là, dans l'Ontario. Ça, ils l'ont beaucoup dans l'Ouest. Mais dans l'Ouest, il y a des échanges énormes. Ou, par exemple, des filles de, je ne sais pas trop quoi, mais de l'Atlantique vont aller jouer dans l'Ouest et vice-versa. Puis en plus, ils vont envoyer. Puis Denis et moi, on portait attention à l'équipe de St. Mary's. St. Mary's, c'est pas. Non, c'est bon, c'est très bon, c'est pas toujours une puissance, mais les deux filles de la Biélorussie, c'est extraordinaire. Tu sais, 6-1, 6-2 qui arrivent, puis que les filles, ils sont dedans, ça change complètement une équipe. Puis ça, ce recrutement-là extérieur, je pense qu'on pourrait nourrir davantage nos filles avec ça, parce que je ne veux pas être trop loin, mais les filles, par exemple, qui partent de la France ou partent de l'Europe, qui s'en viennent aux États-Unis, ne peuvent pas retourner dans leur club, comme par exemple la grande joueuse de 6 pieds 9 dont vient de mentionner Dani. Elle ne pouvait pas revenir avec l'équipe canadienne parce qu'elle a une bourse d'études, puis les Américaines les retiennent. Alors, la fille qui joue en France puis qui est très, très bonne, ben elle peut venir au Canada, jouer pour une équipe du Québec, à Montréal, n'importe où, ou à Québec, puis elle peut retourner à son club après. Donc, elle garde son appartenance. Alors, nous, on a peut-être cet atout-là. On n'a peut-être pas le 50 000 de bourse US, mais on a quand même une possibilité pour la fille de continuer à être à contribuer au développement dans son sport. Alors, bref, je pense qu'il faut qu'on améliore quelque part le recrutement puis la retention de nos bons talents, parce que Denis le soulignait. Puis, il y a maintenant aussi, en plus, la NCAA Beach, où les filles qui sont très, très bonnes sont aussi recrutées. Mais c'est un beau système global là, qui va demander une belle analyse. Ça va être utile d'avoir l'intelligence artificielle. Oui. J'aimerais, avant de terminer pour notre championnat, souligner certaines filles qu'on a moins vues des équipes. Mais McMaster, on les a vues. On a parlé de Soli Sondala tantôt, qui est une vétérante. Elle, là, elle joue bien, on en a parlé. Mais leur passeuse, Chase Victoria, ainsi que les deux joueuses de centre, Delamer et Vidmar, vraiment incroyable, les deux filles. Là. C'est la fière de lance de cette équipe-là. Ils ont réussi à installer leur jeu au centre, puis elles jouent beaucoup au centre, puis ce qui donne un coup de main à Sondara par la suite ou à McKinnon à droite. Mais l'autre point, c'est Memorial qu'on n'a pas vu beaucoup. C'est des filles de maximum 3e année, mais il y a des athlètes là-dedans. On a parlé de Order, tu te souviens, Gilles, la grande attaquante. On parle de Terre-Neuve, là. Oui, c'est ça. On parle de Memorial, là. Order qui fait... On ne peut plus les prendre à la légère, les Maritimes. Non. Puis Dedeker, l'autre attaquante, recrue aussi 5 étifs,
qui était aussi haut qu'Almonte, qui était aussi haut que Sundara, qui frappe. Donc, cet éclat-là sera peut-être à surveiller dans les maritimes dans les prochaines années. Ouais. Non, c'est intéressant, effectivement. Puis, tu en as parlé en entrée de jeu, de toute façon, Gilles, la recrudescence d'intérêt pour le volleyball. Puis, on le vit au Québec. Là. C'est pas, le monde vient. Peut-être que les gens qui regardent le sport commencent à en entendre parler, c'est correct, mais on le voit là, dans les inscriptions, le nombre d'équipes de volleyball au niveau scolaire, au niveau collégial, c'est énorme. Fait que le bassin est là. Mais il y a un travail effectivement de développement dans tout ça, de recrutement, de rétention. C'est une réalité, il faut vivre avec. Puis ça, on pourrait en parler longtemps, mais c'est une réalité de notre sport universitaire chez nous, de mettre les conditions, disons, pour faciliter tout ça. Tu as raison, c'est pas juste un sport universitaire qui fait face à ça. Non. Exact. Yeah. Messieurs, je veux quand même, avant, évidemment, de vous laisser aller parce que vous allez faire ça aussi. Vous allez déménager vos pénates quelques heures plus loin. Vous allez aller à Brandon pour le championnat canadien, mais masculin. Là, sur place, on va avoir le Vert et Or de Sherbrooke. Puis si, au niveau féminin, ça fait longtemps que les filles n'avaient pas atteint un podium, ça fait 3 ans de suite que le Vert et Or et ce noyau-là, à quelques joueurs près, ce noyau-là se rend sur le podium, une 3e place, 2 deuxièmes places, puis la dernière l'année passée, ça s'est réglé à quoi? 15-13 au 5e set. C'est incroyable. Est-ce qu'on est... là, j'ai parlé avec Johan David la semaine passée dans mon podcast. Là, l'équipe est rendue là. En fait, ça fait longtemps qu'elle est rendue là, mais là, il y a quelque chose de spécial parce que, justement, ce noyau-là va éclater à partir de l'année prochaine. À quel point il faut aller chercher ça, puis à quel point... je ne veux pas le mettre comme ça, mais je vais le dire de même, puis vous gérez comment vous réagissez à ça. Est-ce que c'est une déception si le Vert et Or s'en va pas chercher la médaille d'or? Je te dirais que c'est un peu la même chose qu'on vient de vivre avec le Manitoba. Le Manitoba est en mission et c'est le même un peu parcours. À l'exception de quelques joueurs, comme tu l'as dit. Je pourrais pas dire que c'est une déception parce que, écoute, il y a des équipes là, au niveau des femmes. L'Alberta, c'est pratiquement la même équipe aussi. Là, cette année, il y a Winnipeg qui sort de je ne sais où. Mais oui, en tout cas. Non, je ne pourrais pas prendre comme une déception. Déception pour eux autres, peuvent bien comprendre. Avec raison, ils se sentent prêts, ils ont toute l'expérience, ils sont rentrés, ils cognent à la porte, puis ils étaient à un cheveu de passer l'an dernier. Puis j'ai bien aimé l'exemple que tu viens de donner, Danny. Pour moi, Sherbrooke, c'est un peu le Manitoba du masculin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la. Tu sais, il n'y a pas de gars de 6 pieds 10 là-dedans, puis etc. Là, puis ils ont différentes grandeurs. Il y a encore des attaquants de 6 pieds 1 à l'aile, mais. Il y a un central de 6 pieds 3, fait que c'est. C'est ça, exactement. Tu sais, mais ils ont un génie comme corps arrière avec Portelance qui leur fait faire des miracles, qui transforme le plomb en or. La réception est tout croche, il est au 4 mains, puis il va sacrer ça au centre s'il en veut, puis il réussit à prendre à contre-pied le contreur adverse central. Alors, ils ont belle qualité. Mais il y a des monstres l'autre bord. Là. Il faut le prendre. L'Alberta, c'est exactement. Ça va encore prendre la place pour les mêmes trucs. Il y a quelque chose dans le bœuf. Là. Il y a quelque chose, une protéine qui est là. Mais on serait tellement contents pour eux autres qu'ils puissent le faire. Ils sont capables, puis ils se le sont prouvés. Ils sont capables de faire face à la pression. Il n'y a pas une équipe de l'autre côté qui prend à la légère. Autant, on a pu prendre peut-être les Carabins à la légère à quelques reprises, là, mais ça n'arrivera pas face à Sherbrooke. Non. Ils ne se disent pas, ils sont petits, Sherbrooke, on va les passer. Puis je vais l'envoyer au centre avec mon gars de 6 pieds 8, puis le gars de 6 pieds 3, il ne bloquera pas. Non, Vanier va le bloquer, lui. Ouais. Alors, donc, ils ne sont pas pris à la légère. Les gens sont un peu, ils sont très sont très avertis puis très craintifs de l'équipe de Sherbrooke parce qu'effectivement, insaisissable, leur passeur, il l'envoie partout, Portelance. Si on le sent. Mais je ne serais pas tant. Je leur souhaite le meilleur, mais je ne serais pas, moi, déçu comme amateur ou analyste qui ne finissent pas premier. Je serais déçu parce que je leur souhaite, mais je ne serais pas déçu parce que cette équipe-là, ils font face aussi à beaucoup d'adversité de l'autre côté. Mais ils ont ce qu'il faut. Quand est-ce qu'on a eu une équipe du Québec qui a 3 joueurs qui s'en vont jouer professionnel l'année d'après? Tu sais, je me souviens qu'une fois, quand j'étais directeur de sport à UBC, on avait gagné le national, mais on avait 4 gars qui s'en allaient jouer professionnel. Je t'amène juste sur le petit point, je vais le faire rapidement, mais il y a beaucoup des étudiants athlètes. Toute ma vie, je travaille pour les étudiants athlètes, mais dans des équipes universitaires, à un moment donné, il y a des athlètes athlètes étudiants. Il y a des gars et des filles que c'est une étape universitaire pour aller ailleurs. Puis là, présentement, à Sherbrooke, ils ont 3 gars que l'universitaire, ce n'est pas une fin. C'est une étape pour aller jouer pro.
Puis il y en a quelques-uns à gauche, à droite. On a mentionné les noms chez les filles, là, les Surinx et compagnie. Bien, ces filles-là, ils sont brillantes, peuvent avoir un doctorat, mais ils peuvent être considérés comme des athlètes étudiants parce qu'il y a un autre, comme le gars qui joue au football, qui va les jouer CFL après. Bien, il y a des athlètes étudiants, puis c'est souvent eux autres qui tirent l'équipe vers le haut. Puis là, ils ont ce qu'il faut. Ces gars-là vont le prouver, puis ils vont se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de jouer pro. Puis ça peut certainement les aider à avoir encore une dose d'adrénaline de plus fort. Alors, je pense qu'ils ont le parfait mélange d'expérience, d'attitude, puis d'habileté. Puis ça revient quasiment à notre question précédente. C'est pas parce qu'on n'est pas les plus grands qu'on n'est pas capable de les battre. Ils ont des habiletés, une finesse de jeu qui est la meilleure au Canada. Et tu l'as dit, Gilles, ils sont attendus, là, ils sont classés numéro 2 dans le championnat. Là. C'est pas rien. Là. Puis rien enlevé à Montréal, qui était classé un peu moins haut. Montréal avait moins d'attentes, c'est certain, contrairement à Sherbrooke, qui est classé numéro 2. Non, je pense qu'ils ont les atouts pour le faire, mais ça joue sur le terrain, on le dit tout le temps. Oui, mais je serais désappointé pour eux autres, mais moi, comme analyste, je ne ferais pas. Ils ont manqué leur coup, ils auraient dû, c'était leur année. Ils ont tout ce qu'il faut pour le faire, puis on leur souhaite, puis on va être derrière eux, absolument. Mais torieux que c'est fort à côté. Absolument. Puis quand je dis déception, c'est ça, c'était plus pour eux. Parce que de l'extérieur, ce serait assez prétentieux de commencer à dire qu'est-ce qui est une déception ou non, rendu à ce niveau-là. Les détails sont tellement. Mais vous l'avez vécu de proche en plus, la finale au Québec, où on a vu le vert et or. J'ai eu l'impression de les voir. OK, là, on passe à l'étape. On est le vert et or. Là, on n'est plus en train de jouer. On est en train de travailler. Puis cette équipe-là du vert et or en finale, qu'on aurait pu penser, ça reste qu'au Québec, là, ils ont été brassés des fois, puis ça n'a pas tout le temps été facile. Ils ont dominé cette finale-là. Puis le rouge et or, c'est loin d'être des deux de pique, là. Puis le rouge et or connaissait le vert et or, mais le vert et or a été capable de montrer qu'ils avaient une autre coche dans leur jeu, ce que les autres équipes n'avaient probablement pas. Cette coche-là, ça, c'est du niveau meilleure équipe au Canada. Puis là, l'idée, c'est de voir est-ce qu'ils vont être capables d'appliquer ça 3 matchs de suite dans une finale canadienne. Les capacités sont là. Qu'est-ce qui pourrait justement faire la différence cette fois-ci entre un podium puis une médaille d'or quand vous regardez cette équipe-là maintenant? Ben écoute, l'an passé contre l'Alberta, ils n'ont pas perdu le match. L'Alberta a joué juste un petit peu mieux. Cette année, leur premier match pour le vert et or va être le Mustang de Western. Je pense que là, le gros match, mais là, je ne veux pas dire qu'ils ont gagné automatique. Là. Le gros match sera après. Parce que, advenant le cas que c'est l'Alberta-Windsor. Je pense que l'Alberta va battre Windsor. Là. Donc, ce sera la reprise de la finale de l'an passé. Certain que les gars vont arriver avec le couteau entre les dents. Là. Ouais. À mon avis, l'équipe la plus dure à analyser en vidéo, là, au championnat canadien, c'est Sherbrooke. Ils ne sont pas capables. Comment je peux le saisir? Le pépin de tomate dans l'assiette. Tu essayes là, mais non, c'est là, puis là, porte-talence. Il va l'envoyer au centre, non, il l'envoie en arrière. Tu ne sais pas comment. Puis en défensive, j'en parlais avec l'entraîneur, mais je dis, wow, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tellement bon en défensive. Tu regardes à la fin des matchs, là, les statistiques en termes de récupération en défensive, ils sont toujours au-dessus de tout le monde. Il dit non, rien de spécial, on a vraiment un système, puis on s'applique là-dessus, puis on rentre dans nos corridors, puis etc. Je fais OK, mais c'est exceptionnel, cette équipe-là, comment les joueurs sont habiles en défensive. Puis la défensive, ça, dans n'importe quel sport, mais ça en volleyball, ça vient frustrant. Je suis haut, je suis grand, je mesure 6 pieds 8, je frappe. Là, il y a un smat en bas qui ramasse ça, puis qui me contre-attaque encore. Voyons, ils sont bien fatigants. Puis là, il devient à un moment donné avec une certaine impatience comme attaquant, puis il veut transformer ou il veut tellement défoncer que là, le compte l'attend, puis c'est terminé. Et ça, cette guerre d'usure-là, ils sont les champions. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les analyser, on ne sait pas où ça va aller, puis en plus, ils sont fatigants en défensive. Tu sais, tu dis, tu as beau le dire à tes joueurs, hey, les gars, vous êtes grands corps et costauds, vous êtes habitués de défoncer les terrains, mais avec eux autres, soyez patients. C'est pas dans ma nature, à 6 pieds 6, là, comme leur vedette qui saute à 3,65 m, d'attendre. Tu sais, c'est comme, non, normalement, je monte, je plante, puis on n'en parle plus. Puis on remplit le trou dans le plancher, puis on continue. Tandis que là, non, il y a quelqu'un qui l'a ramassé, puis il faut que je retourne, Puis ça joue sur les nerfs des autres équipes, puis c'est une équipe extrêmement particulière. C'est vraiment l'équipe, l'exception dans tout le groupe qui est là, puis ils jouent bien avec toutes leurs forces. C'est un peu comme le Manitoba le fait chez les filles. Là. C'est peut-être justement ce côté.
C'est ce côté, excuse, je vais te laisser après ça, Danny, embarquer, mais c'est ce côté organique-là, tu le dis, Féti Abid lui-même, qui est l'entraîneur, ne te l'explique pas du juste on est là. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, à force de jouer ensemble, à force de se placer, à force d'avoir vécu ici, puis de connaître, je le sais que quand tel gars bloque, ben ses mains sont, lui, il est plus porté à y aller large, puis lui, il est comme ça, puis ça devient organique. Les gars savent exactement ce qui se passe, ce qui fait que c'est plus une question technique qui va les battre, c'est tu vas faire quoi, ils sont toujours à la bonne place. Et ça, comme tu le dis, comment je peux deviner une équipe organique? Comment je peux deviner une équipe qui va faire ça? Effectivement, ils sont assez fascinants. C'est pour ça que je pense que faut parler du fait que c'est un noyau et que c'est pas juste une somme d'habiletés individuelles. C'est un noyau qui travaille ensemble de façon tellement naturelle depuis tellement longtemps que ça fait leur force. Donc, ça, c'est. En tout cas, c'est ce qui les rend beaux à avoir joué d'ailleurs. Puis, Johan te l'a dit, ils ont un plan de match. Puis peu importe ce qui arrive pendant la rencontre, même s'il y a une vague à un moment donné qui va moins bien, ils vont s'en tenir au plan de match, ce qui les amène à gagner des matchs et des points importants. Puis ce que j'allais dire juste avant ton intervention, c'est qu'ils n'ont rien à envier au service par rapport aux équipes de l'Ouest, puis des gars comme Eslinga à Alberta qui sert. On parle de Portelance, on parle de David, rajoute à ça Hugo Ouellet. Puis Jérémy Rainville qui vient d'arriver, je m'excuse, je l'ai dit à quelques reprises. Pour moi, c'est un Zachary Hollande 2.0. Oh, vraiment. La musique, il lui ressemble, il joue comme lui. D'après moi, Jérémy a regardé beaucoup Hollande jouer le temps qu'Hollande était là. Écoute, on n'a même pas parlé de Grégoire Mercier-Noël. Sera-t-il assez en forme d'après vous, à vous de l'information? Je pense que oui. Je pense qu'on va le voir dans un rôle. Dire qu'il y avait des chances qu'il revienne, effectivement. Je pense qu'on va le voir dans un rôle peut-être en fin de manche à la place de Vanier ou Collard pour dire au service, puis peut-être être capable de l'utiliser comme attaquant au 3 mètres, ce qu'on ne peut pas faire avec nos centraux. Moi, je pense qu'on va le voir dans ce rôle-là, puis il va le faire à la perfection, je suis convaincu, parce qu'il y a un bon service là, avec. Oui. Puis Collard me donne l'impression mentalement d'avoir grandi 2-3 pouces là, puis les dernières années. Tu sais, la prestance qu'il a, il est costaud, il est là. Lui, là, c'était clair, on le voit, il est bas. Je n'ai pas besoin de parler avec lui, là, il a peur de personne. C'est net. Puis Portelance, lui, il est un malin qui a du plaisir à mettre le monde dans le trouble l'autre bord, puis que les souliers restent d'un bord, puis le gars part de l'autre. C'est son plaisir malsain très sain, qui a de le faire. Puis le slogan que je garderais pour Sherbrooke, c'est Darwin, c'est pas les plus forts qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent. Puis eux autres sont en constante adaptation. Puis l'autre bord, quand ils ne sont pas capables de s'adapter, ben ça fait ce que l'Alberta a fait contre les Carabins. Alors, puis je pense que c'est ça leur force, c'est que selon le match, comment ça se débloque, ils s'adaptent, ils changent des choses. Puis là, tu l'as dit, organique, ça bouge, ça va. Puis l'autre côté, ils sont pris dans un plan de match des fois, puis c'est juste qu'ils ne regardent pas leurs feuilles pour voir les tendances de l'attaquant, tandis qu'eux autres vont s'ajuster. Puis ça, c'est leur grande force, cette capacité d'adaptation continuelle que les autres équipes n'ont pas, puis plus ça va. Ça peut commencer fort, l'autre équipe, mais toujours, Sherbrooke revient, ça se place, puis ils finissent ça, puis c'est terminé. Alors, c'est vraiment une belle équipe à voir, puis je suis déjà excité, enthousiasme à voir ça, puis ça va être intéressant, puis est-ce que même les équipes d'Ontario, encore une fois, l'expression, c'est pas des pieds de céleri, là. Il y a des bonnes équipes là-dedans, ça va être beau à voir. Oui, puis moi, je reviens à dire ce que je disais tantôt. J'aimerais beaucoup voir une demi-finale en Sherbrooke puis l'Alberta encore. Puis j'aimerais voir comment Féti va organiser sa rotation. Parce que si tu as Jérémy Rainville en ligne avant, en même temps que Espilido de l'Alberta, qui lui fait 6 pieds 8 comme joueur opposé gaucher, j'aimerais voir la confrontation. Est-ce que Féti va être tenté à changer sa rotation pour mettre Portelance à ce moment-là parce qu'il est 6 pieds 4? Écoute, Espilido, 6 pieds 8, on l'a vu l'an passé, c'était le moyen de bébite, ça aussi. Rendu là, j'ai l'impression que de toute façon, il va être au-dessus du bloc. Fait qu'il y a probablement aussi un élément de... puis tu as raison là, de se demander ça, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un élément où ce genre de monde-là prépare plus ta défense et travaille ton bloc en essayant de toucher au ballon plus que d'autres choses, mais tu ne le battras pas force contre force. Puis idéalement, tu as Collard qui est à côté qui va être là, mais ce joueur-là est tellement dominant à sa manière. Il y a d'autres façons, puis il faut que tu utilises d'autres façons, malheureusement, pour jouer contre. Ben, malheureusement. Il y a quelques-uns de ces joueurs-là, ça ne donne rien d'essayer de trop vouloir les arrêter. Il faut les ralentir. Puis je l'explique, c'est très technique. Je te compte comme ça ou je te compte de même.
C'est ça. Tu couvres beaucoup plus d'angles. Je ne dis pas qu'ils font ça qu'ils vont faire, mais mal pris, tu ralentis le ballon, on contre-attaque, puis là, on a nos chances. Alors, puis ils sont tellement bons en récupération de balles du côté de Sherbrooke que juste de ralentir le ballon, c'est déjà suffisant. Puis oui, le gars va en marquer, il va en planter des balles. Mais s'il en plante 4 puis tu en plantes 6, ben tu gagnes 6-4. C'est juste ça. 6 types contre 4 ballons qui refrappent le plafond, tu mènes 6-4. À la fin, c'est ça pareil. Messieurs, vous allez être privilégiés encore une fois après le tournoi féminin de participer. Oui, je vais le dire comme ça, vous participez, vous faites partie de notre événement, à nous en tout cas, quand on suit ça, sur ici tout.tv. D'ailleurs, chapeau à eux de présenter ces championnats canadiens-là, de nous les offrir en français. Vous allez être privilégiés, on va être privilégiés de vous écouter. Merci d'avoir pris le temps de venir analyser tout ça puis nous raconter tout ça à notre micro. Vraiment apprécié. Je vous souhaite vraiment de vous amuser autant chez les gars que vous l'avez fait chez les filles. Puis continuez de nous amuser, nous autres. Les jeux de mots, en tout cas, moi, peut-être Danny, des fois, tu soupais, mais moi, j'ai du fun. On a pas du fun avec ça. Mais quand j'en fais trop pour Danny, ça vient des jeux de mots MAUX. Mais Philippe, je veux juste te dire encore une fois comment je suis fier et je suis content de ce que tu fais. Je te félicite. Quelqu'un des médias qui s'intéresse au sport étudiant de façon générale et au sport universitaire. On a besoin de ça au Québec. On a besoin d'ouvrir nos laurières qu'on fait de plus en plus. Puis c'est des gens comme toi qui le font. Puis je te félicite. Je te féliciterai jamais assez. On a besoin de ça. Puis je suis content pour les gens. Tu attires l'attention. Tu mets le focus sur un sport ou des sports qui en valent la peine. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on est un peu, je veux me pardonner les gens, là, mais des fois, comme Québécois, francophones, on est un petit peu analphabète sur le hockey. Puis là, de sortir grâce à des gens comme toi, on ouvre ça. Puis ça nous ouvre sur l'univers, sur le monde, parce qu'il y a des sports extrêmement populaires qui se jouent partout dans le monde. Puis tant mieux. Puis on n'a pas de quoi rougir au Québec. On est capable de bien faire. Encore merci encore. Un merci vraiment du fond du cœur venant de Gilles Lépine. C'est franchement très, très, très apprécié. Sache-le. Merci beaucoup. Puis on en a parlé justement en mangeant. C'est le fun parce qu'en se promenant aussi, on ouvre nos horizons culinaires. Hier, on était manger indien. Ça a bien passé. Mais on aimerait que l'an prochain, que tu viennes nous rendre visite. On t'invite. On veut que tu viennes voir un match. Mettons un programme double à Laval. Tu choisiras ton match. Tu viendras t'asseoir un peu avec nous autres. Là. J'ai un fils qui est rendu qui habite à Québec, fait que là, depuis les fêtes, fait que. Aucune raison dans ce cas-là. Je n'ai pas le droit de ne pas aller à Québec. En plus, tu amèneras tout le monde. Ouais. Excellent. Good. Merci beaucoup. Fait que à très bientôt, puis on vous suit, puis on se reparle bientôt. Merci encore. OK, merci. Bonne journée à toi. Ouais. Salut. Madame Léa McIntyre, pour jaser de hockey féminin, comment ça va? Salut Phil, ça va bien, merci toi. Yes. Bon, on a les championnats canadiens de hockey universitaire qui vont commencer. On va en parler après. On vient de commencer. On a eu la première ronde des séries éliminatoires au hockey collégial. On avait Dawson contre John Abbott. On avait également André Laurando contre Saint-Laurent. Commençons avec Dawson contre John Abbott. Ça t'implique que tu as vu ça de proche. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé en fin de semaine. Oui, notre saison s'est terminée. On a perdu notre premier match 5-1. C'était quand même un bon match. John Abbott a marqué sur les erreurs. Ils nous ont fait payer cash nos erreurs. Donc, ça a fini avec un but en filet désert. On a fini le match et on avait un avantage numérique. On a été à 6 contre 4. On n'a pas réussi à marquer. C'est sûr que, on espérait être capable de revenir dans ce match-là. Mais bon, c'était pas tant un mauvais match que ça. On voit le score 5-1, mais c'était quand même bien. Puis là, le lendemain, on a une très, très, très mauvaise première période. Puis après ça, la pente était tellement dure à remonter. Que ça a été difficile. Surtout à John Abbott, là, il joue à DDO, au centre civique de l'Ordre des Ormeaux. Puis pour l'équipe visiteur, c'est vraiment un gros désavantage de jouer là parce que c'est le long changement 2 fois. Donc là, on a eu un début de match très difficile.
Puis on avait un long changement, fait qu'on n'était pas capable de changer, on était pris dans notre zone. Puis là, on dirait que tout s'est accumulé à partir de là. Puis ça, là, ça a fait l'effet de boule de neige. Fait que notre première a été extrêmement difficile. C'était 4-0 après la première. Puis après ça, on s'est ajusté, c'était beaucoup mieux, mais c'était juste trop dur de remonter, là. Avec ce que tu vois là, ben on en parlera après parce que je voulais voir avec toi comment tu voyais John Abbott pour la suite, mais on va en parler quand même après parce qu'il y avait la série entre André Laurando et Saint-Laurent qui allait être très intéressante. On a vu que c'est deux équipes qui ont eu des bons moments pendant la saison. On savait que ça allait être ça risquait d'être des matchs serrés. Mais encore une fois, André Laurando a eu le dessus. Gros travail de leur gardienne Boivin, encore une fois. Ouais, Laurence Boivin qui est sur la deuxième équipe d'étoiles, d'ailleurs. Félicitations à elle. Vraiment une belle saison. Ben, un beau parcours collégial, je dirais. Là. Ouais. Elle a été vraiment, vraiment bonne. Donc, je suis contente pour elle. C'était une série, on savait que ça allait être serré, que ça allait être une série de gardiens de but là, avec Durand de l'autre côté. Mais bon, le boomerang qui l'emporte, ça ne me surprend pas. Je trouve que c'est une équipe qui a vraiment bien progressé puis s'en va vraiment dans la bonne direction depuis le retour des fêtes. Donc, de les voir passer au prochain tour, je pense que c'est mérité. Puis là, ils vont avoir un gros défi devant eux. Mais avec Boivin dans le filet, tu ne sais jamais ce qui peut arriver là. Exact. Puis, tu sais, c'est intéressant justement de voir qu'elle est en forme parce qu'elle va avoir besoin de l'être, justement, Laurence Boivin, en affrontant Limoilou. On est obligé de dire que Limoilou est largement favorite quand même dans cette série-là. Puis c'est l'avantage de finir première dans la Ligue. Là, tu veux te donner une demi-finale sur papier plus facile. À quel point, justement, Laurence Boivin, c'est pas juste elle, mais Laurence Boivin, partant du fait qu'André Laurando a une équipe qui est de plus en plus, je vais le dire, structurée ou en tout cas plus cohérente là, dans sa façon de jouer depuis un certain temps. À quel point c'est un gros défi? Ça peut devenir un défi pour le Limoilou. Ben, quand tu as une bonne gardienne comme ça, plus le score reste serré longtemps, plus ça va à l'avantage de l'équipe qui a la bonne gardienne. Nous, on l'a vécu avec Jeanne, là, puis dès qu'on était capable de garder nos matchs ultra serrés, on savait que ça s'en allait dans notre faveur. Une bonne gardienne de but, ça rentre dans la tête des joueuses qui ne sont pas capables de marquer. Puis pour ton équipe, d'avoir une gardienne d'exception comme ça, ça te permet de te dire que si tu es capable de marquer un but, de donner un petit peu de marge de manœuvre, tu es capable d'arrêter les rondelles en arrière pour te permettre de rester compétitif puis de continuer à se battre. André Laurando ont des bonnes marqueuses. Ils ont des joueurs qui sont capables de la mettre dans le fond des filets. Ils sont capables de prendre les devants rapidement dans le match. Concrétiser sur des avantages numériques, ça peut être dangereux parce que on sait que Laurence, ça peut fermer la porte derrière et rien donner. Ils ont fait la surprise à John Abbott. Champlain-Lennoxville leur ont donné du retard aussi. Donc, pourquoi pas le faire au Titan aussi. Ça serait le fun. Ils sont capables d'étirer ça le plus possible. D'amener ça en 4 matchs, 5 matchs, ça pourrait être le fun. Là. Ben oui, absolument. Puis tu l'as dit en fin de saison, en tout cas depuis les fêtes, c'est une nouvelle équipe, parce qu'ils ont quand même subi quelques taloches en début de saison contre Limoilou. Les 2 derniers matchs, c'est quoi, 3-0, 4-1. Donc des matchs où tu le sais qu'elles sont dedans. Ça va être intéressant. Je le sais par contre que ils sont tellement bien préparés, les filles de Limoilou. Elles ne vont pas prendre André Laurando à la légère. Puis c'est tout le temps l'affaire que tu espères quand tu es l'équipe très négligée ou est-ce que tu espères que l'équipe de l'autre côté t'apprenne à la légère. Puis toi, tu arrives à créer la brèche dans leur confiance puis justement essayer de brasser ça un peu. Il va falloir qu'elle s'y prenne autrement, l'équipe d'André Laurando, parce que je pense pas en tout cas que Limoilou va arriver là soft, façon de parler. Ouais, puis ils ont tellement un bon groupe d'entraîneurs, les Titans aussi, que l'équipe va être prête, va profiter de leur semaine. Bon, c'était pas une semaine totalement de congé parce qu'il y avait quand même vendredi passé là, leur gros match important contre Champlain-Lennoxville, mais je le sais que Simon, leur coach de gardien de but, va avoir fait énormément de vidéos sur
sur Boivin pour trouver les petits détails pour faire la différence, puis que toute la semaine, ils vont pratiquer ça. Donc, ils vont arriver prêts, c'est sûr, le couteau entre les dents, ils commencent la série à la maison. Donc, tu sais, je ne suis pas inquiète pour les Titans. Là. Je pense que ça devrait bien aller. C'est une équipe avec beaucoup de talent, beaucoup de profondeur, des bons gardiens de but, bien préparés. Ça devrait bien aller pour eux. Qu'est-ce qu'il faut surveiller pour André Laurando, outre la gardienne de but? Parce qu'à un moment donné, il faut toujours bien t'ailler à marquer toi aussi des buts. Puis il faut toujours bien que tu construises une attaque ou quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Qu'est-ce qui va être la clé pour André Laurando en dehors de Boivin pour leur donner une chance? Je parle, tu sais, dans leur système de jeu, où sont leurs forces en dehors de leur gardienne? Ouais, va falloir qu'ils restent disciplinés. Là. André Laurando, c'est une équipe qui joue quand même très physique. Donc, il va falloir qu'ils restent disciplinés et qu'ils réussissent à faire fonctionner leurs unités spéciaux. Je pense que ça va pouvoir leur donner un bon travail. Sinon, il faut qu'ils respectent leur plan de match. Ils ont un bon plan de match qui leur a permis de connaître du succès depuis le retour des fêtes. Donc, il faut qu'ils soient disciplinés, oui, sur la glace au niveau des punitions, mais qu'ils soient disciplinés au niveau de leur game plan pour rester fidèles à eux-mêmes pour connaître du succès. Là. Donc, à surveiller, gros défi. La série, évidemment, qui risque d'attirer l'attention, ça va être John Abbott contre Champlain-Lennoxville, un classique de fin de saison dans le hockey collégial. Bon, évidemment, cette année, à cause de ce qui s'est passé en début de saison, John Abbott termine 3e, 6 points derrière, mais là, on parle quand même de 2 équipes là, de même niveau. Les grosses joueuses, les grosses attaquantes vraiment puissantes de John Abbott sont absolument à surveiller. Pour Champlain-Lennoxville, ça va être quoi la clé dans cette série-là? Et bien évidemment pour John Abbott aussi, là, à savoir que oui, on le sait que l'attaque risque de venir d'où, mais qu'est-ce qui peut faire la différence au final? Ça va tellement être une série de fun. Là. J'ai tellement hâte. Je regarde mon horaire. Je coach une autre équipe aussi, mais là, je te regarde, je suis comme quand je vais pouvoir y aller. Champlain-Lennoxville, c'est proche de la maison. Fait que c'est sûr que je vais essayer d'aller voir ces matchs-là à Champlain. Mais j'ai tellement eu de plaisir à suivre cette série-là l'année passée en demi-finale. C'est 2 groupes qui se ressemblent énormément. Là. Bon, Champlain a perdu quand même des joueuses clés, mais c'est 2 groupes qui sont similaires au groupe qu'il y avait l'année passée. Donc, c'est sûr qu'ils vont avoir cette série-là en tête. On se souvient que Lennoxville aurait pu closer cette série-là là, plus tôt, puis ils ont étiré ça en 5e match, puis ils sont revenus dans le 5e match pour amener ça en prolongation. Donc, j'ai hâte de voir le match-up. J'en avais parlé un peu dans la série Concordia contre les Gators, le match-up de qui va jouer contre qui au niveau des trios. J'ai hâte de voir ça aussi parce que l'année passée, je trouve que ça avait été quelque chose qui avait fait une grosse différence dans leur 5e match là, quand Patrick Jonca des Cougars a enlevé son premier trio de John Abbott. Je trouve que ça a redonné un peu d'énergie. Fait que là, j'ai hâte de voir quelle stratégie il va adopter cette année. On le sait que John Abbott a un premier trio vraiment, vraiment dominant. Bon, c'est sûr que Jade Barbirati, blessée, ne jouera pas. Elle a seulement joué 5 matchs cette année. Là. Mm-hmm. Donc, à moins qu'il y ait un retour de prévu, là, ça, je ne suis pas au courant, mais c'est sûr que c'est un trio qui est différent, mais qui produit tout autant. Donc, ça va vraiment être excitant. John Abbott, c'est une équipe avec tellement de ressources offensives. Quelques blessures en ce moment de leur côté aussi. Là. Je ne sais pas le plan de retour au jeu pour ces joueurs-là. Là. Mais c'est une équipe que, oui, offensivement, sont très forts, mais il y a beaucoup de leur offensive qui part de leurs défenseurs aussi, beaucoup de mouvements dans la zone offensive. Donc, ça va être toute une série. Je pense que ce qui peut faire la différence au niveau des Cougars, c'est dans le filet. Ils ont 2 très bonnes gardiennes de but. Là. Je ne sais pas qui va starter. On se rappelle que Tamara a gagné la gardienne de l'année la saison passée. Donc, si c'est elle qui commence, ben, c'est une bonne gardienne. On l'a vu performer souvent la saison passée au plus haut niveau. Même chose cette année, connaît une bonne saison. Puis si c'est Coralie, ben Coralie aussi là, est très bonne. A permis à Champlain de connaître du succès cette année aussi.
Donc, ça va vraiment être excitant, mais je pense que la différence va se faire dans le filet là, au niveau de Champlain. Puis il va falloir concrétiser sur les opportunités des deux côtés. Les unités spéciales vont être primordiales, selon moi, d'aller chercher le maximum de buts. Je ne serais pas surprise de voir des matchs à haut pointage tout au long de la série. J'ai pas l'impression que ça va être une série qui va se terminer en 3 matchs. Après moi, ça va se rendre en 4 et même 5 matchs. Ça va être une série serrée. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Là. Puis en saison régulière, Champlain a quand même eu l'avantage clair en termes de victoire-défaite. C'est 4 victoires pour Champlain dans les 5 matchs. Le dernier à 4-1, mais les autres, ça a tous été des matchs à un but d'écart, je pense. Je vois de mémoire, j'ai l'impression que c'est ça. Puis, fait tu sais, oui, le 4 victoires pour Champlain, c'est correct, mais avec des matchs serrés comme ça, tu le sais qu'ultimement, les choses auraient pu changer de côté. Donc, là, l'expérience des filles, parce que le gros trio, oui, OK, tu l'as dit, Jade Barbirati n'est pas là, mais tu sais, des Vanout Ketchero aussi, tu sais, des Mégane Lesage, tu sais, il y a des filles qui ont énormément d'expérience, outre Sienna puis Manon. Donc, est-ce que cette expérience-là est à l'avantage, tu penses, de Johanna Abbott rendu là? Quoi qu'il y a des faits d'expérience aussi à Champlain, là. Mais comment le voir, là, tout ça? Parce qu'on le sait que Johanna Abbott et les coachs vont renvoyer leurs meilleures joueuses sur la patinoire là, régulièrement. Ouais, ben tu sais, là, c'est sûr, contre nous, Vanout Ketchero n'a pas joué. Là. Okay. Donc, tu sais, quand je parlais des blessures, là, je sais pas ce qui va se passer pour eux. Là. Je souhaite vraiment qu'elle soit dans le line-up parce que c'est une joueuse tellement talentueuse, puis on veut voir ces joueuses-là en action. Mais tu sais, au début de la saison, là, avant même que le premier match soit joué, tu regardais les alignements, puis tout le monde devait penser que Johanna Abbott va gagner cette année parce que c'est leur groupe à maturité. C'est leur groupe qui ont gagné le championnat contre Champlain-Lennoxville en tir au barrage il y a 2 ans. Donc, en fait, il y a 3 ans, c'est leur 3e année à ce groupe-là. Ouais. Donc, c'est un groupe à maturité, c'est un groupe qui a gagné, c'est un groupe qui a vécu la finale l'année passée, la remontée en demi-finale. Donc, c'est un groupe avec beaucoup d'expérience. C'est leur année, là. C'est supposé être leur année. Ils ont 13-14 filles qui graduent, qui quittent. Donc, il faut qu'ils gagnent. Parce qu'après ça, ça va être une reconstruction dû au nombre qui perdent. Là. Puis, on le sait que même avec un paquet de recrues, les équipes peuvent gagner quand même. Johanna Abbott l'a fait justement quand ces joueuses-là étaient à leur année recrue. Limoilou l'a fait l'année passée. C'est faisable. Mais ça reste une reconstruction quand même parce que c'est beaucoup de nouveaux éléments que tu rentres dans ton équipe. Donc, tu sais, je pense que pour moi, au début de la saison, Johanna Abbott partait favori. Là, c'est sûr que cette année, là, leur perte de points au début de la saison, en fait, qu'au niveau du classement, ils n'ont pas vraiment pu se battre pour la première place. Donc, ils ont perdu leur titre de favori, mais moi, je les ai joués 2 matchs consécutifs la semaine passée, là, puis c'est tellement une bonne équipe. Là. C'est incroyable le talent qu'il y a dans cette équipe-là. Oui. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Puis, il y a vraiment des talents d'exception. Sienna, c'est une classe à part. Là. C'est vraiment incroyable de l'avoir joué comme elle est bonne. Donc, en même temps, Champlain-Lennoxville, tellement de profondeur. On parlait de l'expérience, c'est une expérience qui est différente. Un groupe un peu plus jeune, mais j'ai de la misère à statuer de quel côté ça va aller, cette série-là. Bon, l'année passée, j'ai pas pris Johanna Abbott, puis ça m'a joué un tour. L'année d'avant aussi, fait que je me dis, j'ai tendance à favoriser Johanna Abbott, peut-être dans cette série-là. Ce qu'ils m'ont montré la semaine passée contre nous, c'est une équipe tellement en contrôle, tellement opportuniste. Même si Champlain-Lennoxville ne donne pas grand-chose, ben, eux autres, ils vont prendre ce qu'ils vont donner, puis ils vont réussir à concrétiser sur ces chances-là, avec un avantage numérique tellement dominant. Vraiment, je dois dire que je favorise Johanna Abbott dans cette série-là, je pense. Ça va être à suivre. Là, je ne sais pas, est-ce qu'on se fie au calendrier qu'on a sur le site, dans le sens où ça commencerait dimanche, parce que je le sais que le dernier match, en fait,
de la série, des séries précédentes sont encore cédulés là. Il est écrit annulé, là, parce qu'évidemment, donc ça voudrait dire que les séries commencent dimanche. Est-ce que penses-tu qu'il faut se fier à ça ou as-tu de l'information qui dit que ça commencerait à un autre moment? Sinon, ben, si je me fie à ça, ça commence dimanche à 13h30 entre André Laurando-Limoilou, puis à 15h30 entre John Abbott puis Champlain-Lennoxville. J'ai l'impression que ça va commencer dimanche. Là. Je pense qu'il y avait eu un changement. Ça aurait déjà eu lieu. Probablement que les locations de glace ont été faites en fonction de tout ça aussi. Donc, ça devrait commencer dimanche, à moins d'un changement. Je trouve ça le fun que les matchs soient à 2 heures de différence. Ça nous permet de voir les 2 matchs. Oui. Donc, ça, je trouve ça le fun aussi. Là. On va pouvoir regarder un match. Puis quand il va terminer, on va pouvoir se connecter sur le live de l'autre match puis regarder les deux. Mais oui, dimanche, après moi, ça va commencer. Puis après ça, on en a pour un bon 2 semaines. Là. Absolument. Fait que on suit ça absolument à partir de cette fin de semaine-ci. Là, évidemment, cette fin de semaine-ci, tant mieux si ça commence dimanche. Ça va nous donner du temps de regarder avant ce qui se passe au niveau canadien. Parce que là, on a la finale des championnats nationaux, une place où est-ce que les Stingers de Concordia ont l'habitude de passer une partie de la gratte l'année passée, les Carabins qui avaient fini 3e après que Concordia avait fini première. Là, cette année, les Gators de Bishops, on en a parlé la semaine dernière, qui ont causé la surprise, sont allés remporter le championnat. Ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un un ajustement, je vais le dire comme ça, du classement canadien. Bishop s'est classé 3e, ce qui fait qu'ils vont affronter l'équipe numéro 6 en partant les Thunderbirds de UBC. Puis Concordia, qui est classé 5, vont affronter Saint-FX. Dans les deux cas, on peut dire que Bishop, ce ne sera pas facile. Puis de l'autre côté, pauvre Saint-FX, championne de l'Atlantique, se mesure à une équipe qui non seulement il devrait être considéré comme favorite si elles avaient gagné leur championnat national, mais en plus, probablement une équipe avec le couteau entre les dents du fait qu'elles ont vraiment sûrement pas digéré cette défaite-là en finale du Québec. Oh, c'est sûr. Moi, j'aurais pas voulu être l'équipe qui affronte Concordia au premier tour. Là. C'est sûr qu'ils vont sortir puis ils vont vouloir prouver qu'ils l'ont échappé, mais que le championnat national, c'est les champions en titre. Tu parles du classement, c'est drôle parce que Concordia puis UBC, les Thunderbirds ont été classés 1 et 2 toute la saison. Là. Ah oui. Puis là, les deux ont perdu dans leur finale respective. Bon, dans l'Ouest, là, c'était très serré, là, l'Alberta et les Thunderbirds, ils ont des fiches presque similaires, là. 25 victoires, 3 défaites, genre chaque. Là. Donc, c'est très serré, mais ça reste que les deux ont été classés 1 et 2 toute la saison. Puis là, les deux ont perdu. Donc, ça ramasse dans la deuxième partie du tableau. Ça fait en sorte que Bishop va jouer UBC, premier match. UBC, c'est une université qui performe année après année. On le sait, à chaque année, ils sont là puis ils performent bien. Donc, ça va être un beau défi, mais en même temps, tu viens de battre Concordia, que ça fait trois fois qu'ils se rendent en finale au championnat canadien. Fait que, il y a une certaine partie d'eux qui doivent se sentir invincibles, qui savent que s'ils jouent comme ils ont joué contre Concordia, ça devrait bien aller. T'sais. Donc, ça va être un beau début de tournoi. Là. Bon, Concordia contre CLFX. Les Maritimes, on dirait qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Il y a des années que c'est vraiment moins fort. Il y a d'autres années. Je me souviens de l'année que c'était à Montréal, le championnat canadien. UNB était pas mal moins fort, mais il y avait une gardienne de but exceptionnelle. Donc, à quoi s'attendre d'eux, c'est jamais, on ne le sait jamais trop. Après ça, du côté de Bishop contre UBC, c'est sûr que ça va être un match vraiment enlevant. Là. Si on a la chance de regarder ce match-là, je pense que ça va valoir la peine. Puis après ça, on va souhaiter que les deux équipes gagnent parce qu'on sait qu'au championnat canadien, si tu perds ton premier match, tu n'as plus de chance de jouer pour l'or. Tu peux seulement jouer pour le bronze. Donc, on va souhaiter à nos deux équipes québécoises de se rendre jusqu'au bout. Puis, si on regarde le bracket, ils sont chacun de leur côté. Fait qu'on pourrait voir une finale entre nos deux équipes québécoises. Puis ça serait vraiment le fun. Là. Bien, absolument. Puis, tu sais, c'est ça. Je trouve que tu amènes bien l'affaire par rapport à Bishops. Oui, c'est un match-up difficile en partant, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, tu aurais eu à le faire. Là, c'est juste que tu l'as en quart de finale au lieu de l'avoir en demi-finale. Mais tu as une opportunité aussi de sortir rapidement une grosse équipe. Et si tu l'as fait contre Concordia, tu es capable de le faire contre n'importe qui au Canada.
Puis, tu sais, je pense que c'est un message sans voix, parce que c'est sûr que les classements, après ça, sont faits en fonction d'un paquet d'algorithmes là, qui calculent des choses, puis c'est fair, là, c'est correct. Là, dans les faits, si Concordia avait gagné son championnat provincial, elle serait numéro 1. Là, je pense que la question ne se pose pas. Bishops, veut pas, avait une fiche moyenne, disons, à saison régulière, là, qui fait que faut les placer, tu ne peux pas les placer numéro 1 pour autant tout de suite. Elles n'ont pas gagné ces références-là encore pour le faire. Mais UBC non plus, c'est pas le fun de dire que tu t'en vas affronter l'équipe qui vient de battre Concordia. Puis, tu sais, au Québec, il faut que tu gagnes 2 fois. Il faut que tu gagnes 2 matchs pour gagner ta finale provinciale. C'est pas un match que tu as été chanceuse, ta gardienne a gaulé sa tête. C'est un match où est-ce que tu as mieux joué. C'est une série où tu as mieux joué. Tu as gagné 2 parties contre cette équipe-là. Fait que UBC s'en vient affronter une équipe qui a battu 2 fois Concordia. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une équipe qui avait battu 2 fois Concordia dans une saison. Là. Donc, elles le savent aussi qu'elles s'en viennent affronter quelque chose d'impressionnant. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Là, c'est pas des séries au championnat canadien, c'est un match. Non, c'est ça. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver. On peut s'attendre à des upsets dans tous les match-ups. Oui. C'est possible, on le voit dans tous les autres sports, là, des gros upsets. Donc, dans tout le bracket, c'est sûr qu'il va en avoir un. Là, c'est juste de savoir lequel. Donc, mais Bishop UBC, c'est le match premier tour, selon moi, là, vraiment. Ah, pas de doute, absolument. C'est sûr que c'est l'affaire à surveiller. Comme on dit après ça, Concordia Saint-FX. Il faut jouer le match, mais je pense que c'est un gros avantage à Concordia là-dessus. Ça peut amener une demi-finale fort intéressante après ça, par contre, parce qu'il y a les Pandas de l'Alberta qui ont fini première dans l'Ouest, qui vont se retrouver contre un Concordia si la logique est respectée. À suivre, mais tu l'as dit, la logique ne sera probablement pas respectée dans les 4 matchs, fait que ça va être à surveiller. Ça commence jeudi. Ça se passe du côté de l'Ontario, fait que c'est à la même heure que nous. Jeudi à 1h, Concordia contre Saint-FX, Alberta contre Waterloo à 7h. Et les autres matchs de premier tour se jouent vendredi, donc vendredi après-midi à 1h, UBC contre Bishops et à 19h, UNB contre Toronto. On va regarder ça se passe en français sur ici tout.tv. Profitons-en, regardons ce qu'il y en a. Je pense qu'on n'a pas un certain David Brosseau qui est impliqué là-dedans. Oui, lui c'est le championnat masculin, je pense qu'il s'en va faire. Fait que je ne suis pas certain. Bref, avant de nommer des noms, vous écouterez ça anyway. C'est possible d'avoir les matchs en français sur ici tout.tv. Profitons-en. Allez voir les matchs, il y a des joueurs d'exception. On parlait d'Émile Lucier toute la saison, on a parlé de Gabriel Santerre toute la saison, mais dans les autres équipes aussi, il y a vraiment des bonnes joueuses. UBC, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience, beaucoup de belles joueuses de hockey qu'il y a là aussi. Là. Donc, j'invite les gens à aller voir ces deux matchs-là. Absolument. Ça se passe dans la région de Waterloo. Fait que c'est pas la fin du monde d'aller se rendre là. Ça n'implique pas un vol d'avion de 5 heures. Ça se gère. Léa, merci beaucoup. On regarde du gros hockey, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Certainement. Salut. Bye. Édition hockey collégial masculin. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Mais là, on parle des vraies affaires. Les playoffs, les gars. Tristan, Denzel, bonjour, messieurs. Salut à vous deux. Bonjour à tous. Écoutez, là, on a eu une grosse fin de calendrier. On en a parlé évidemment régulièrement. On parlait de à quel point c'était serré, tout ça. Maintenant, on a réglé la patente. Mais elle est à moitié réglée, puis je vais commencer tout de suite en parlant de ça parce qu'en fait, pour le moment, ça ne change pas grand-chose, mais on va le mentionner. Théoriquement, si on se fie à ce qu'on voit et à ce qui était annoncé, les Rebelles de Sorel-Tracy seraient premiers au classement. Mais je pense qu'il y a eu une erreur. Il y a 24 victoires pour les Rebelles de Sorel-Tracy au total et 25 pour les Lions de Champlain-Saint-Lawrence. Je suis allé compter tout ça une en arrière de l'autre pendant la saison. C'est ça que ça donne. Prolongation ou non, victoire, point. Toutes les victoires, qu'est-ce que ça a donné? Un total de 24 pour les Rebelles, un total de 25 pour les Lions, ce qui fait que les Lions devraient être premiers. Je pense qu'il y a une erreur. S'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que quelque part, il y a un score à un moment donné qui a été écrit qui n'est pas le bon. Là, je peux aller revérifier ça.
Messieurs, mesdames du RSEQ, il y a peut-être quelque chose à valider là. Maintenant, si j'en parle moi, probablement qu'il y a quelqu'un à St. Lawrence qui en a assurément parlé. Ceci étant dit, on a 4 équipes qui, de toute façon, sont en pause cette semaine. Les Rebelles et les Lions en font partie. Les 2 autres étant les Janois d'Alma, les Nordiques du Collège Lionel Groux, étant les 4 premières équipes au classement, se sont magasinés et se sont achetés une ronde de pause. Fait que comme je dis, s'il y a quelque chose à régler au niveau administratif de l'affaire dans le hockey collégial entre les Rebelles et les Lions, pour savoir qui est 1 et 2, ils ont encore un peu de temps pour y penser. Et surtout, corriger la chose. Mais franchement, je pense qu'il y a un petit problème là. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas exact. Et en espérant que ça soit clarifié, j'imagine qu'il y a des gens qui vont trouver la solution ou trouver où est le problème parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas actuellement. Messieurs, je veux quand même parler évidemment avec vous. Je veux qu'on fasse le tour des séries de la première ronde parce qu'au-delà de ce qui s'est passé là, on pourrait parler des Rebelles, la grosse fin de saison qu'ils ont connue. Léo Saint-Michel avec ses 34 points en 15 matchs qui a permis aux Rebelles de monter premier ou deuxième, peu importe. On pourrait parler de tout ça. On va en parler quand on va être rendu à cette deuxième ronde-là. Je veux qu'on prenne le temps de regarder sincèrement ce qui va se passer. On a des séries là, à regarder qui vont être intéressantes. Les équipes entre 5 et 12 qui s'affrontent. Sainte-Foy contre le Boomerang d'André Laurando. On a Sainte-Foy qui a fini 5 avec 37 points. Le Boomerang qui finit avec 26 points. Quand même, le Boomerang n'a pas si on prend globalement, n'a pas une mauvaise deuxième partie de saison, sauf que les 6 derniers matchs, là, ça a été plus difficile. Puis je pense que c'est important de l'amener parce que le momentum, quand on arrive en série, a sa valeur. Malheureusement, le Boomerang, en ce moment, c'est plus difficile. Tristan, comment entrevois-tu les choses là, entre Sainte-Foy et André Laurando? Écoute, moi, de mon côté, quand je regarde le portrait global de la saison du Boomerang, je trouve que ça se divise en différentes portions. Il y a eu la portion du début d'année qui était relativement bonne. Après ça, il y a eu la séquence de 6 défaites consécutives pendant l'automne, durant laquelle il y a eu 4 défaites par 2 buts et moins. Ensuite, une autre bonne portion et la fin du calendrier. Quand je regarde la fin du calendrier, il y a eu des matchs parce que le Boomerang aurait certainement voulu marquer plus de buts, aurait certainement voulu être plus opportuniste, être plus discipliné. Mais tout ça, c'est une leçon d'apprentissage pour les jeunes joueurs de Bruno Gladu parce qu'il y a beaucoup de jeunes quand même dans l'équipe. Je comptais le nombre de joueurs qui étaient dans l'organisation l'année passée. On parle de 7 joueurs qui sont sur l'alignement du Boomerang qui étaient présents lors du match 5 contre les Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy en mai 2025. Et il y a 2 joueurs qui étaient sur l'équipe D2 qui avaient remporté la médaille de bronze contre Saint-Jérôme l'année passée. Donc, c'est moins de la moitié de l'équipe qui a de l'expérience de série au niveau du collégial. Par contre, je pense que André Laurando l'a prouvé tout au long de l'année. C'est une équipe qui a du caractère, qui est revenue plusieurs fois dans ses matchs, dont une fois contre les Dragons du Collège de la Flèche, avec une remontée de 7 buts par riposte. Donc, je pense que tous les éléments sont là pour que le Boomerang puisse connaître une bonne série. Je pense que ça va être intéressant contre les dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. Il y a eu des matchs séries, un résultat de 3-2 et un résultat de 4-3 entre ces 2 formations-là, et une victoire de 6-3 pour le Boomerang. Donc, quand on regarde le portrait des choses, c'est une victoire de chaque. C'est 2 victoires pour Sainte-Foy, une victoire pour le Boomerang pendant l'année. Il y a eu un match par un but de différence et l'autre match qui s'était décidé en prolongation. Donc, ça va être très serré. Du côté du Boomerang, plusieurs joueurs à surveiller, Charland, Louin, Thériault. Je trouve qu'ils ont relativement un meilleur duo de gardiens de but aussi, avec Mathieu Tessier et Alexandre Bellemare qui ont goûté aux séries éliminatoires l'année passée. Donc, je pense que les éléments sont là du côté du Boomerang. Du côté de Sainte-Foy, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience aussi. Je pense notamment à Simon Boucher, qui a de l'expérience en série, qui a déjà éliminé le Boomerang il y a 2 ans.
alors qu'il évoluait dans les couleurs des Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent. On parle d'une équipe qui a de la misère défensivement du côté de Sainte-Foy, puis même chose du côté du Boomerang. Là. Sainte-Foy a accordé 132 buts depuis le début de l'année. Le Boomerang en a accordé 128. Va falloir resserrer le jeu défensivement du côté des Dynamiques. Et quand je regarde la force de frappe du côté de Sainte-Foy, on parle de Fontaine qui a 39 points en 31 matchs, Jason Beaulieu qui en a 26 en 24, et Tommy Montreuil qui en a 25 en 24, et Anthony Hamelin qui a 24 points. Ils ne sont pas piqués des verres, ces joueurs-là. Puis Tommy Montreuil, c'est une machine à marquer des buts aussi, là, 17 buts cette année. Là. Exact. Donc, tu sais, je pense que ça va être très intéressant. Il ne faut pas l'oublier, messieurs. À la fin du match de vendredi, entre Sainte-Foy et Thetford, il y a eu des scènes qui, bon, on n'aurait pas voulu voir au niveau du collégial. Je vais vous épargner les détails, puis de toute façon, je ne pense pas que la vidéo soit disponible sur YouTube. Mais ceci étant dit, Noah La Rochelle a suspendu 3 matchs du côté de Sainte-Foy parce qu'il s'était battu en fin de match contre Édouard Leblanc du côté de Thetford. Où est-ce que je veux en venir? La Rochelle a 12 points en 14 matchs lors de la seconde moitié de saison. Il est arrivé après les fêtes. Il a changé le dynamisme de l'offensive de la formation de Francis Laterreur. J'ai l'impression que ça va faire mal du côté des Dynamiques, cette absence-là, parce que c'est un morceau de taille, c'est un morceau important. Il va falloir faire attention à la discipline des deux côtés, là. Absolument. Fait que ça va être à surveiller. Est-ce que tu donnes l'avantage? Bien, évidemment, tu es obligé de donner l'avantage au Boomerang. Je ne te poserai pas vraiment la question. Écoute, honnêtement, je pense que d'ici la fin de toutes les séries éliminatoires, on devrait éviter de demander à Denzel et moi de prendre une prédiction qui concerne notre équipe respective. C'est tout à fait logique et effectivement noté. Je ne sais pas pourquoi j'ai osé amener ça. Je pense, tu sais, bon, un petit moment d'égarement. Pardonnez-le, moi, j'espère. Donc, on va y aller. Parlant d'équipe, là, on va y aller tout de suite. On va enlever l'éléphant de la pièce. Allons-y avec la série entre Outaouais et la Flèche. Là, 2 équipes qui ont été proches au classement. Outaouais, une fin de saison. Outaouais qui a eu une saison probablement, en fait, pas probablement, qu'on pourrait définir comme étant en dents de scie. Fin de saison difficile, 4-10 depuis les fêtes. Mais n'empêche, contre la Flèche, des victoires de 3-1, 4-1. Le dernier match de la saison, par contre, il faut le dire, c'était entre ces 2 équipes-là. La Flèche a gagné 4-1. Bon, avec 2 buts dans un filet désert, là, ça restait un match serré. Hâte d'avoir, tu sais, parce que la Flèche, 7-7-1 depuis les fêtes. Mais avant de gagner les 3 derniers matchs de la saison, c'est une fiche de 0-7-1. Donc, encore une fois, c'est une autre équipe aussi qui est en montagne russe. Denzel, comment vois-tu ça? Quelle équipe, tu penses, va être capable de peut-être se créer un peu de momentum, peut-être, pour aller enligner les performances? Honnêtement, messieurs, en regardant les 4 séries qu'on va avoir droit durant ces 8e de finale, la série entre l'Outaouais et la Flèche est, à mon avis, la plus difficile à donner l'avantage à l'une des 2 équipes. Puis on comprend pourquoi. Là, ces 2 équipes qui ont terminé au 8e puis au 9e rang respectivement. De mon côté, je pense qu'on va assister à un style de jeu qui va être quand même assez difficile pour les joueurs d'accepter. Il va y avoir très peu d'espace pour les joueurs offensifs qu'on connaît du côté des 2 formations. On a un peu eu un avant-goût du style de match qu'on va avoir droit vendredi dernier au complexe Branche-Aubrière, alors que les Dragons étaient en visite en Outaouais pour le dernier match de la saison régulière. Je m'attends à ce que la formation de Vincent Dumont offre le même genre de style de jeu qu'ils ont offert depuis le début de la campagne. Une boîte défensive qui va peut-être plus concéder la périphérie et faire confiance au système. Je pense que ça va être le mot d'ordre du côté de la Flèche. On a vu les Griffons tenter tout ce qu'ils pouvaient, mais à un certain point, on a été frustrés de la manière dont les Dragons jouaient. Et du côté des Dragons, on a profité des erreurs que les Griffons ont faites. Donc, à mon avis, dans cette série, ce qui va faire la différence, c'est l'équipe qui va faire le moins d'erreurs pendant ces 3 matchs, parce qu'à mon avis, on va se rendre à un match ultime. De chaque côté, on a du talent offensivement. Et lors du dernier match, du côté de la Flèche, on a vu un certain Alexis Hull prendre les choses en main. Hull, qui était absent au début de la saison, a fait son retour avec les Dragons à partir de la pause du temps des fêtes.
d'aller inscrire un doublé. Et depuis son retour, on voit qu'il a quand même pris en charge l'offensive trifluvienne. Et ça doit être un joueur qu'on va avoir à surveiller. Du côté des Griffons, je pense qu'il y a un certain Dylan Aldi. On n'a pas cessé d'en parler du côté des Griffons. Un joueur qui a été rappelé à maintes et maintes reprises par les Olympiques de Gatineau notamment. Je pense que devant le filet aussi, on devrait assister à un beau duel de gardiens de but. Je m'attends à ce que les deux entraîneurs puissent peut-être user de la rotation, étant donné qu'on va faire confiance à chacun des gardiens de but. Mais ça va être une série qui va certainement rappeler certains de la finale qui avaient eu droit en 2021-2022. Une finale où est-ce que les Griffons l'avaient remporté face aux Dragons. Donc, il y a un certain retour aux bonnes vieilles habitudes dans cette rivalité entre le Collège de la Flèche et le Cégep de l'Outaouais. Et je pense qu'on va assister à une excellente série. J'ai envie de donner l'avantage à l'Outaouais en 3 pour cet affrontement. Est-ce que, d'après toi, c'est Frédéric Binet qui va commencer devant les buts pour les Griffons? C'est difficile à prédire. Depuis le début de la saison, Maxime Villeneuve-Ménard a usé de l'alternance entre les deux gardiens de but. Dans les derniers matchs, j'ai envie de dire que Luca Connolly a eu un peu l'ascendant sur son coéquipier devant le filet. Donc, je ne serais pas surpris que Luca Connolly soit l'homme de confiance de Maxime Villeneuve-Ménard samedi. À suivre, à regarder absolument. Donc, tu l'as dit, effectivement, ça va être une série intéressante, assurément très serrée. Peut-être pas des tonnes de buts, mais n'empêche à voir parce que, comme tu l'as dit, le talent est là. C'est très dur à déterminer, à deviner, disons-le comme ça. Tristan, j'aimerais avoir ton opinion parce que là, on a une belle série qui peut être fort intéressante entre Thetford et Saint-Laurent. Thetford a eu des meilleures séquences là, pendant la saison, probablement une meilleure équipe sur papier, grosso modo, mais avec un gars comme Jérémy Gamache du côté de Saint-Laurent, je pense que on est obligé de se dire qu'il y a une certaine force de frappe qui n'existe pas ailleurs du niveau de Jérémy Gamache. Il est peut-être tout seul dans son niveau là, dans les deux équipes. Les 3 matchs entre les deux équipes ont été joués avant les fêtes aussi. Donc, il faut peut-être prendre avec un certain bémol. Les résultats n'empêchent un 6-5 Saint-Laurent qui avait gagné en prolongation, une victoire de 4-3 aussi. Puis le dernier match, c'est Thetford qui l'avait emporté 6-1. Que vois-tu, mon cher Tristan? Oui, écoute, je trouve que Thetford a une très belle équipe de hockey, bien dirigée. Ils ont beaucoup de profondeur aussi. Ils ont des joueurs expérimentés qui ont goûté à la demi-finale l'année passée, qui n'ont pas trouvé ça facile. Je pense notamment à Nathaniel Aubert, les Justin Dufour, les Ralph Gagnon, les Olivier Bizier, Chapdelaine. Ces joueurs-là ont vécu les séries éliminatoires l'année passée et ils ont l'avantage de la foule. Honnêtement, là, pour y avoir été au Centre Renaud-Fournier pendant les séries éliminatoires, c'est probablement l'amphithéâtre où c'est le plus difficile de jouer des matchs en séries éliminatoires au niveau collégial des 1. C'est la fête au village du côté de Thetford Mines quand les filons jouent. Les gradins sont pleins des deux côtés. C'est très bruyant, c'est très hostile, c'est un petit espace. Donc, les filons sont très avantagés à ce niveau-là. Ils ont des très bons éléments. Il ne faut pas oublier non plus que Charles-Olivier Giguère a amené toute une touche offensive du côté des filons avec ses 29 points en 35 matchs depuis le début de l'année. Je pense aussi à Hugo Allard, un bon élément également. Bien dirigé avec Martin Bernard et tout ça. Je pense que du côté de Thetford, il va avoir une très belle opposition contre Saint-Laurent qui, cette année, ça a été pas mal plus difficile. Ils ont eu des morceaux qui, n'ont peut-être pas été à la hauteur des attentes des dirigeants. Ils ont l'avantage, toutefois, d'avoir deux gardiens de but assez stables avec Carreras et Charbonneau qui sont capables d'aller voler des matchs. Je pense que ça pourrait les avantager. Tim Archambault, c'est un excellent tacticien. C'est un entraîneur qui s'ajuste très bien aussi. Mais j'ai l'impression que le manque de profondeur du côté de Saint-Laurent et les carences en défensive du côté de Saint-Laurent, quand je regarde au niveau des buts contre cette année, Saint-Laurent a accordé 174 buts depuis le début de la saison. Les Filons en ont accordé 110 pour le 4e rang dans le circuit en termes de buts, de moins de buts accordés du côté des Filons. Ils sont 4e. Et au niveau des buts pour, quand je regarde ça, les Filons sont au milieu de peloton.
Et du côté de Saint-Laurent, ce n'est pas très loin non plus en arrière. Là. Donc, j'ai l'impression que ça va être serré. Ça va être une bonne série, mais je donne l'avantage au Filon en 2 matchs dans cette série-là. C'est 2 équipes qui ont des quand même bons gardiens, parce que Wyatt Harvey, ça reste un bon gardien de but aussi. A eu ses hauts et ses bas, mais ça reste un solide gardien de but. Mais je pense que tu as raison quand tu amènes l'élément de profondeur, l'élément qui joue sur l'efficacité défensive. Parce que les gardiens de Saint-Laurent sont capables de voler des matchs. L'autre côté, c'est que Saint-Laurent, comme équipe, accorde beaucoup plus d'occasions de marquer à ses adversaires. C'est ça. Puis, tu sais, quand je regarde au niveau des défenseurs, là, Édouard Vincent, 10 points. Gabriel Chapdelaine, 17 points. William Fauché, 13 points. Justin Dufour, 25 points. On parle d'un top 4 là, qui est capable de noircir la feuille de pointage quand même d'une bonne récurrence, disons-le comme ça. Ils ont des éléments de profondeur aussi. Je me rappelle en séries éliminatoires l'année passée entre les Filons et le Boomerang, ce n'était pas nécessairement Nathaniel Aubert qui marquait des buts, mais tu voyais des Ralph Gagnon remplir le fond du filet, des Olivier Bizier, des UP. C'est ces gars-là qui vont faire en sorte que les Filons vont avancer en séries éliminatoires. Du côté de Saint-Laurent, je n'ai pas l'impression qu'il y a cet effet papier sablé-là qui permettrait aux Patriotes de se rendre plus loin dans cette série-là. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même des Tichits, des Cossettes, des Gamaches qui sont capables de remplir le fond du filet, qui sont capables de noircir la feuille de pointage. Il manque une petite touche de profondeur pour bien affronter les Filons. Ceci étant dit, ça se peut que Saint-Laurent cause une surprise et gagne la série, mais il va falloir que tout le monde mette la main à la pâte si Téméraire Champeau veut avoir une ronde de quart de finale. Absolument, absolument. Moi, je pense qu'il faut donner l'avantage au Filon. L'expérience est là en plus. Fait que, non, il y a effectivement probablement disons sur papier, on va le dire comme ça, un avantage à donner à Thetford. La 4e série met en opposition les coureurs de Champlain-Lennoxville aux lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe. 2 équipes intéressantes qui ne sont pas si loin que ça, une de l'autre. Qui ont quand même connu des moments, disons, on va le dire comme ça encore là, des équipes de milieu de peloton pas trop loin de l'autre. Probablement que ce qui risque d'être difficile pour Saint-Hyacinthe, c'est peut-être le côté un peu défensif, ou est-ce que à ce moment-là, l'avantage est peut-être du côté de Champlain-Lennox. À toi de me dire, Denzel, comment tu vois ça, à qui tu donnerais l'avantage? Honnêtement, si on demande aux lauréats de Saint-Hyacinthe de choisir un adversaire pour les séries éliminatoires, peut-être que la réponse de Gabriel Doyon serait les coureurs du Collège Champlain-Lennoxville, étant donné que les lauréats ont été la bête noire de Lennoxville durant la saison. On parle quand même de 3 victoires en 4 affrontements. On pense peut-être avoir la recette du côté des lauréats pour jouer les troubles faits dans cette série, mais comme tu l'as abordé, je pense que Lennoxville a peut-être le plus de profondeur, le plus d'expérience aussi. Donc, on part avec un certain avantage dans cette série, mais à mon avis, Saint-Hyacinthe a grandi à travers la saison. On sait que ça a été difficile par moments, mais de les voir rebondir de la manière dont ils l'ont fait, de se rebrousser les manches puis de représenter sur la patinoire pour aller chercher des victoires importantes, je pense que ça démontre que les lauréats sont capables de jouer de manière structurée. C'est une équipe qui va devoir faire confiance à son système. Oui, on a un Victor Laliberté qui, offensivement, et sans contredit, le meneur offensif de cette équipe-là, mais il va falloir commencer à trouver des joueurs qui vont pouvoir l'épauler. Je pense que le support va passer par des bonnes performances d'un certain Édouard Trépanier. Il y a des joueurs dans ce vestiaire-là qui vont devoir se lever. On sait que devant le filet, on a quand même eu notre lot de difficultés, mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'est replacé avec de bonnes performances d'Édouard Blais, Olivier Bacon, qui est sans contredit l'un des meilleurs gardiens de but aussi dans le circuit. Je pense que Saint-Hyacinthe a un coup à jouer dans cette série-là, mais ça ne va pas être facile nécessairement. Lennoxville s'est renforcé au fait. On savait que ça allait prendre un peu de temps pour que le tout prenne et que les 3 ajouts qu'on a fait à l'offensive soient en mesure de vraiment avoir leur empreinte sur la saison de la formation de Dominique Desmarais. Puis ça s'est retranscrit par de bonnes performances de Charles-Antoine Adam. On a vu Anthony Morin lui aussi faire la différence, tout comme Raphaël Messier. Et en plus de cela, je pense qu'il y a un très bon groupe de vétérans du côté de Lennoxville. On sait qu'il y a plusieurs joueurs qui sont à leur dernière saison au niveau collégial.
On pense à des Charles Poirier, à l'ancien du Boomerang, Ryan Cronwall, des Victor Dalpé. C'est tous des joueurs qui carburent à ce genre de match-là. Et à mon avis, Lennoxville va vraiment tout donner pour cette dernière saison. Je pense que ces vétérans-là ont aussi en tête la dernière élimination de leur équipe. Ça n'avait pas été facile à accepter du côté de Lennoxville de perdre face à l'Outaouais lors de la série en 2024. Donc, je pense qu'on est gonflé à bloc du côté de Lennoxville. Et c'est le genre d'équipe qui pourrait, à mon avis, surprendre. On est très bien bâti. On a de la robustesse au niveau de la défensive. C'est pas facile d'aller jouer aussi à Lennoxville. Je pense que Tristan parlait d'un environnement hostile du côté du centre René-Fournier. Aller jouer à l'Arena Jane and Eric Molson avec l'équipe de football de Lennoxville et toute la communauté alentour de l'école, je pense que ça l'est tout aussi difficile. Donc, ça va être un gros défi qui va attendre Saint-Hyacinthe. De mon côté, je vais donner l'avantage à Lennoxville. Mais on devrait assister à une série intéressante. Mais il va vraiment falloir que Saint-Hyacinthe joue dans son système et qu'on peut-être prenne des lettres, non pas des lettres, mais des pages du livre de Maxime Villeneuve-Ménard lors de la dernière série des Griffons face à Lennoxville. Ça va passer par des performances défensives pratiquement parfaites pour se donner une chance dans cette série-là. Et il faut déranger Daniel Semenyoc. Vraiment. Vraiment, ça passe par là. Semenyoc est un des gardiens les plus difficiles à battre. On sait que son gabarit est imposant. Il a été l'homme de confiance pendant toute la saison pour Lennoxville et je m'attends à ce que lui aussi se lève pour offrir une belle performance à son équipe. Tristan, tu semblais vouloir ajouter quelque chose. Puis, tu sais, les gens vont dire « Ah, telle équipe a fini 12e, 11e, 10e, peu importe les rangs. » là. Mais au niveau de la Ligue collégiale, puis on n'a pas cessé de le dire depuis les dernières années, si tu ne mets pas tes bottes de travail, tu ne gagneras pas. Et ça fonctionne de la sorte en séries éliminatoires. Et parler aux Griffons du Cégep de l'Outaouais à leur première saison officiellement sur glace, ils avaient fini 8 ou 9e. Ils s'étaient rendus en finale et avaient remporté les grands honneurs. Donc, vraiment, c'est là qu'on voit la qualité de la Ligue. J'ai l'impression que certaines surprises pourraient être causées dans la prochaine ronde et certainement que les affrontements vont être intéressants et que les équipes ne se prendront pas à la légère, surtout que ce sont des séries de 2-3. Exact. Et, tu sais, je parlais avec certaines personnes dans l'univers du hockey et honnêtement, quand tu joues une série de 2-3, en tout cas, à mon avis, je préférerais commencer sur la route parce que tu as moins de pression, tu ne joues pas à la maison, tu t'en vas à l'étranger, si tu vas chercher une victoire, tu reviens à la maison et après ça, tu mets de la pression de l'autre côté. Donc, ça va être super intéressant de voir les résultats cette fin de semaine. Il ne faut pas oublier non plus que les calendriers sont très compressés parce que le RSEQ donne un échéancier assez court pour terminer là, les séries de 2-3. Donc, j'ai l'impression là, que les 2 premiers matchs des huitièmes de finale vont être très intenses, très physiques. Ça va offrir un très bon spectacle. J'invite les gens d'ailleurs des différentes communautés, des différentes villes et régions proches des amphithéâtres à venir assister aux différentes rencontres de huitièmes de finale du RSEQ collégial des Grands. Absolument. Invitation lancée. Ça commence vendredi. Donc, Saint-Laurent à Thetford à 19h30, Centre Renaud-Fournier. Saint-Hyacinthe à Lennox, Jane and Eric Molson Arena, vous l'avez dit, à 20h. 20h aussi, André Laurando à Sainte-Foy. Ça, c'est vendredi soir. Et la série entre La Flèche et Outaouais qui commence samedi à 17h30 à Branche-Aubrière. Évidemment, après ça, il va y avoir les matchs numéro 2 et 3 si besoin est. Mais oui, je pense que Tristan t'amène un point vraiment important, c'est-à-dire que c'est des séries 2-3 en première ronde comme ça. Ça peut aller très vite. Il n'y a pas de place pour prendre qui que ce soit à la légère et non plus pour prendre le temps de se jauger et d'évaluer notre niveau de nervosité ou quoi que ce soit. Il va falloir être prêt mentalement, prêt physiquement, puis ça va commencer fort dès vendredi soir. Absolument, absolument. Puis le spectacle va être de très grande qualité. Donc, bonne chance à toutes les organisations du collégial D1 pour les séries éliminatoires, que le meilleur gagne. Et que la clientèle gagne également à avoir du spectacle de haute qualité d'ici le début du mois de mai. Absolument, absolument. Puis on va être là. Là, on a eu des trous toute l'année. Là. On va être là chaque semaine. On suit les éliminatoires. On s'arrange pour vous en donner en masse pour votre argent.
On a ça à se concentrer. C'est presque fini tout le reste du sport étudiant. On va pouvoir se concentrer dans le hockey en masse. Fait qu'on va être là jusqu'à la fin. Denzel, Tristan, un gros merci. Très hâte de regarder ces matchs-là et surtout très hâte de vous en reparler la semaine prochaine. Merci à vous deux. Toujours un plaisir. Et voilà, c'est tout pour le bulletin sportif, cette 25e édition de l'année. Je vous le répète, la semaine prochaine, on va avoir un bon gros segment de basket. Alors, les fans de basket qui attendaient ça, Jerry va être de retour la semaine prochaine. On va faire l'analyse complète de ce qui s'est passé dans les 4 championnats canadiens universitaires collégiaux, masculins et féminins. On va revenir sur les performances de nos équipes québécoises là-bas. On va également recevoir le nageur de McGill en entrevue de la semaine, Loïc Courville-Fortin qui va être avec nous. Et on va continuer de jaser de hockey, on va continuer de jaser de ce qui se passe au niveau des éliminatoires. Pourquoi? Parce que championnat canadien de hockey en fin de semaine prochaine. On a également, je vous le répète, le championnat canadien de volleyball masculin. Fait qu'on va en reparler assurément. Et puis, je vous répète ça aussi, tel que je l'ai dit en entrée de jeu, à l'introduction, je vous le répète dans cette conclusion. Préparez-vous mentalement, fans de football et fans de sport étudiant, notre spécial recrutement qui s'en vient d'ici quelques semaines. D'ici là, mesdames et messieurs, on regarde ce qui se passe et je vous invite à faire de même. Et on s'en reparle la semaine prochaine.